Pas bien. Hop là, voilà, merveilleux. Attendez, c'est ici. Voilà, Christian, je suis très content de t'accueillir dans l'émission. Alors, comme je le disais un petit peu en préambule, quand j'ai pensé les live histoires avec des invités, t'es l'un des invités qui s'est imposé en premier, parce qu'avec moi et mon frère qui faisons des études d'histoire, on avait un petit peu réfléchi et on était très amateur de ton travail, très amateur de ce que tu faisais au travers des conférences qu'on avait pu voir, au travers des livres aussi qu'on avait lus. Et donc je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça fait vraiment très plaisir de t'avoir ici ce soir. Bon, écoute, c'est très sympa. Moi, je suis aussi très content, un peu intimidé aussi parce que c'est la première fois que je fais ça, comme tu sais. Et voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, les gens sont très bienveillants, ils te disent tous bonsoir. Donc voilà, les gens sont très heureux. J'ai eu beaucoup de très bons retours au moment de l'annonce du live, donc je suis super content. Alors Christian, on va parler de ton sujet de thèse, sujet qui est juste ici. Cet ouvrage Croire et détruire les intellectuels dans la machine de guerre SS, parce que c'est un sujet qui pour le coup, on parle souvent des scientifiques, au sens, on va dire, scientifique vraiment du terme. On parle souvent des docteurs Mengele, de ceux qui après ont travaillé pour la NASA. Voilà. Mais là, tu parles vraiment des intellectuels. Mais avant de revenir sur ce sujet, et comme je te l'avais dit, j'aime bien faire aussi le point sur qui l'on accueille, qui sont les historiens de qui on parle, parce que voilà, on vient tous d'un contexte social particulier, on vient tous d'un endroit, on a tous été élevés par des parents qui nous ont inculqué certaines choses. Et toi, Christian, tu es auvergnat, tu es né à Clermont en 1970. Donc, comme tu le disais dans une interview, tu as connu à ce moment-là la désindustrialisation de la France, donc ce qui est aussi important. Mais tu l'as connu un petit peu de l'extérieur parce que tes parents sont, on va dire, des intellectuels, vraiment. Et ce qui fait que tu as été bercé très vite dans ce berceau-là intellectuel. Ça a beaucoup coupé. Ah, ça a beaucoup coupé, il n'y a pas de problème. Je te disais que... Tu m'entends ça? Oui, je t'entends, c'est bon, ça avait coupé effectivement à la caméra. Donc je me répète, je disais que voilà, tu as des parents qui étaient là, tu avais un père, on va dire, scientifique, voilà, assistant de mathématiques, une mère fonctionnaire, donc tu as été aussi, on va dire, tout de suite dans une sorte de berceau intellectuel, quoi. Exactement, tu vois, ce que tu viens de décrire est vraiment exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je viens d'un milieu qui est un milieu de classe moyenne, et donc cette désindustrialisation auvergnate qui a été un vrai cataclysme, hein, si tu veux, sans doute pas un peu moins qu'en Lorraine, etc., mais un vrai cataclysme. Moi, je l'ai observé en étant protégé. C'est-à-dire que je voyais bien à l'école et surtout au collège et au lycée, si tu veux, les fils d'ouvriers dont les pères perdaient leur emploi, etc. Et donc je pense que j'ai eu comme ça une vraie sensibilité à un monde qui était en train de disparaître, un monde qui s'inscrivait dans le paysage, tu vois. À Clermont-Ferrand, toi qui es amateur de rugby, tu sais, il y a le stade d'entraînement de Clermont, pas le Michelin, l'autre. Oui. Le stade de la Gautière est en face en fait de mon lycée. Mais juste à côté, tu as des usines qui font l'équivalent de, je sais pas, 50 ou 100 terrains de rugby, tu vois, et qui sont en fait des bâtiments du début du XXe siècle, qui marquent complètement le paysage de la ville et qui, à ce moment-là, se désertent, tu vois. Et donc, il y a, en plein milieu de la ville, il y a vraiment un paysage qui est en train de mourir, tu vois, des bâtiments qui voient plus de gens. Et c'est un monde qu'on voit mourir. Parce que tu sais, quand tu es adolescent, tu sors beaucoup, tu finis très souvent tard dans la nuit, et les gens que tu rencontres tard dans la nuit quand tu vas rentrer chez soi, etc., et ben souvent c'est les ouvriers qui eux commencent les 3-8, tu vois, vers 3h ou 4h du matin, et il y a les seuls cafés ouverts, c'est ces endroits-là où les gens se croisent. Et donc à la fois, tu vois, j'ai assisté à ce désastre qu'a été la désindustrialisation de la France, avec son cortège de plonger dans la pauvreté de toute une partie des gens, avec des chômages de très longue durée, etc. Et dans le même temps, si tu veux, moi je suis un gamin de classe moyenne, enfin j'étais un gamin de classe moyenne, et donc j'étais pas un bon élève parce que je travaillais pas, mais j'avais énormément de facilité, et donc bon, ça passait tout seul, ça passait mal, mais ça passait tout seul. Voilà. Ça passait tout seul, mais bon, très vite t'as quand même une appétence pour l'histoire, parce que voilà, c'est quelque chose que tu discutes beaucoup, et comme tu le dis, cette classe moyenne, quand même, ce milieu d'intellectuels qui te permet quand même de très jeune de stimuler un petit peu cette appétence pour l'histoire, et ce qui t'amène à aller en licence d'histoire, à pousser un petit peu. Tu montes ensuite sur Paris, et quand tu arrives sur Paris, tu trouves cette excuse un petit peu pour quitter le foyer familial, de dire faut que je trouve un sujet d'étude que je ne peux pas faire à Clermont.
qu'on peut pas traiter à Clermont. Et Clermont-Ferrand est une très belle fac de province, tu vois, avec il y a eu Foucault, il y a eu Pierre Aix-Saubery, Jean-Jacques Becker, tu vois, des vraies stars du milieu. C'est une fac qui est un peu en train de s'endormir au milieu au début des années 90 quand moi je l'intègre, mais c'est une fac dans laquelle on est vraiment bien formé. Mais à cette époque-là, je tombe amoureux de la femme qui deviendra la maman de mes 3 premiers enfants, et puis elle me dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi je pars. Et donc là je me dis, il faut que je parte aussi. et donc il faut que je légitime ça auprès de mes parents. Donc je vais pas leur dire, écoutez, je suis une femme. Je leur dis, écoutez, voilà, je suis désolé, je veux travailler sur tel truc et on peut pas faire ça clairement. Or, quand j'étais très jeune, vers 14 ans, j'avais lu un vieil Historia dans lequel il était indiqué que au cœur de la méchanceté nazie absolue, au cœur de la SS, donc de cette élite, il y avait encore un noyau encore plus engagé, qui était composé de linguistes, de philosophes, d'historiens, d'économistes, etc. Et pour moi, à cette époque-là, si tu veux, il était clair que c'était un impensé. Tu vois, quand tu es adolescent, tu te dis, quelqu'un qui a fait des études peut pas. Ça coupe un petit peu, Christian. Peut pas vouloir résoudre une question. C'est un tout petit peu coupé. Vas-y, tu disais que tu avais. C'était un tout juste quand tu disais que tu voulais répondre à une question. Voilà, et donc travailler sur ce sujet-là, tu vois, travailler sur comment des hommes qui avaient fait des études avaient pu plonger dans le mal absolu. Et à cette époque-là, je pensais simplement plonger dans l'adhésion au nazisme. Tu vois, je savais pas ce qu'allaient faire ces gens. Et bien, c'était tout bénef pour moi, parce que d'un côté, j'avais trouvé un sujet qui me permettait de partir de Clermont, de l'autre, c'était un sujet qui moi m'intéressait énormément. Il y avait quelque chose d'existentiel qui se jouait. Et en troisième lieu, je pouvais partir à Paris et rester avec les TGA, tu vois. Donc c'était, tu vois, les étoiles s'alignaient, quoi, on pourrait dire. Oui, je vois. Ça s'est aligné. Donc tu tombes sur ce sujet, sur les intellectuels, et donc voilà, tu commences à t'y intéresser. Et puis tu trouves un directeur aussi. Il faut imaginer un monde dans lequel il n'y a pas Internet. Oui. Et donc, si tu peux, quand tu es à Paris, les barrières nationales sont énormes, très fortes. Et donc, quand je dis que je veux travailler sur ces gens-là, je commence par essayer de faire des listes de noms et d'essayer de comprendre. Maintenant, tu prends tous les types sur lesquels j'ai travaillé, ils ont tous une fiche Wikipédia. Donc, tu vois, c'est de l'ordre de l'évidence de travailler sur eux. Mais à l'époque, il faut que je cherche des sources. À Paris, évidemment, il y a très très peu de sources. Il faut essayer d'aller en Allemagne, mais en Allemagne, je sais pas où sont les archives. On sait rien, quoi. Tu vois. Et donc, voilà, je plonge dans l'aveuglette dans ce sujet-là. Mes premières sources étant les sources du tribunal de Nuremberg. Oui, c'est ça, ces premières sources. Et puis, il va y aussi avoir autre chose. C'est en 1990, le rideau de fer tombe. Donc on va aussi commencer à avoir accès à de nouvelles archives, c'est les archives de l'Union soviétique, qui ont elles aussi forcément des archives que les historiens, on va dire, de l'Ouest n'avaient pas accès. Auxquels les historiens de l'Ouest n'avaient pas accès. Alors ce qui est intéressant ici, c'est le fait que ils ont quand même, pour ceux qui travaillent très précisément sur les crimes nationaux-socialistes, ils ont une sorte de, comment on pourrait dire ça, de prémonition du fait qu'il y a ces archives. Parce que quand ils travaillent par exemple sur des archives judiciaires ouest-allemandes, ils s'aperçoivent de temps en temps qu'il y a des archives qu'ils ne connaissent pas et qui arrivent par les procureurs soviétiques. Et donc ils se disent, il y a quand même des trucs. Et donc, petit à petit, si tu veux, à partir de 1990, on s'aperçoit qu'il y a un océan d'archives qui n'a pas été exploité du tout, hein, et qui va enrichir complètement le travail des historiens. Moi, c'est pas tellement les archives sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai travaillé ça sur d'autres projets que sur celui des intellectuels SS. Mais à l'époque, on voit bien que notre vision, elle est complètement en train d'être très profondément modifiée notamment par le fait qu'on arrive enfin à travailler sur la dimension locale, quotidienne de ce que c'était que la domination nazie en Europe de l'Est. Et c'est tellement radicalement différent de ce qu'on connaît en Europe de l'Ouest que on apprend plein de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Mais
Et tu sais, ces archives, elles ont quand même quelque chose d'assez dingue, tu vois. Il faut imaginer un peu l'Eldorado que c'était, tu vois. Tiens, je vais te raconter l'histoire d'un type qui s'appelle Ralph Ogorek. Le type, il travaille pour le ministère de la Justice canadienne parce que voilà, les Canadiens s'aperçoivent qu'ils ont d'énormes problèmes avec un certain nombre de leurs ressortissants et que il faut qu'ils fassent des enquêtes pour savoir ce que ces types ont fait pendant la guerre. Et puis donc, un jour, il est en train de travailler sur un fonds, tu vois, il est à Moscou, et il est en train de travailler sur le fonds numéro 1384. C'est genre comment elle s'appelle, la sécurité sociale étudiante, déjà la SMEREP, c'est ça? Ouais, un et truc ben comme voilà, ça. il travaille sur la SMEREP et de la SS, tu vois. Donc des dossiers super chiants. Parce qu'on est d'accord que la SS c'était énormément de dossiers, il y avait beaucoup, il faut le dire aux gens, c'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'est pas en manque, quoi. Il y avait tellement d'infos, c'est un océan, quoi, il faut bien le dire. Ouais, c'est un océan. Et là, ce fonds 1384, il y a 15, 20 ou 30 000 dossiers, tu vois. Et donc, il les passe un par un. Oh là là. C'est l'enfer, tu vois. Ouais, et puis, l'enfer. et un par un, c'est des dossiers qui sont tout fins. C'est des dossiers il y a 3 pages dedans. Il y a un nom et puis une feuille qui ressemble à un tableau Excel dans lequel on dit que le type, tel jour, il a pris de l'aspirine, tel autre jour, on lui a donné de machin, etc. Tu vois, truc super chiant. Ah oui, c'est clair. Oui, mais tu vois, pour un procureur, c'est important d'avoir ça parce que tu peux prouver comme ça que le type a été dans la SS. Oui. Tu vois, pour un proc, dans une enquête policière, et ben, c'est super important. Et puis un jour, Ralph Ogorek, il est en train de passer ses dossiers, il est au bout de sa vie, et puis lui arrive un dossier comme ça, énorme. Et puis et ben, il l'ouvre, et puis là c'est magique, c'est l'écriture d'Himmler. Wow. Il a retrouvé le carnet, comment on appelle ça, le termine calendar, l'agenda de rendez-vous d'Himmler pour 41 et 42. Si tu veux, le type, quart d'heure par quart d'heure, on sait ce qu'il fait. Quart d'heure par quart d'heure, on le voit discuter avec tel type, voir tel mec pour les questions de germanisation, tel autre pour les questions de répression, etc. Quart d'heure par quart d'heure, énorme. Et voilà, tu vois. Et c'est alors évidemment, tu vois, ce genre de document absolument magnifique, on n'en a pas trouvé 70. Ah oui, je pense. Non, quand même, il y en a quelques-uns, tu vois, qui sont assez extraordinaires et qu'on a pu retrouver comme ça. Et il a fait l'objet d'une très très belle édition en allemand. Tu vois, les historiens allemands sont merveilleux pour les éditions de documents. Et là, tu vois, chaque page est reproduite avec un système de notes de bas de page, avec la biographie de chacun, etc. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est un trésor de dingue. Mais ça illustre le travail minutieux et les heures qu'il faut passer dans ces archives-là. Et je salue à chaque fois le travail des chercheurs pour parfois tomber sur rien et des fois tomber sur des trésors comme ça. Exactement. On a l'impression que parce qu'ils sont dans les archives, on sait tout. Mais non, pas spécialement. Des fois, on ne sait pas tout. Oui, vas-y, Christian. Non, vas-y, non, j'allais simplement rebondir, tu as parfaitement raison, et même sur un domaine aussi exploré que le nazisme et le génocide, eh ben, il y avait et il y a encore d'énormes interrogations, avec des enjeux énormes. Alors justement, on voulait parler de ces fameux intellectuels dans la machine de guerre SS. Alors tu en as fait ton recherche. Alors c'était un DEA que tu fais à la base dessus, et ensuite tu fais ta thèse avec ce bouquin qui en est sorti, qui est même sorti en poche. Hein, donc pour le coup, voilà. Ouais. Alors tu étudies 80 intellectuels de la SS. Comment est-ce que tu identifies ce groupe dans cet océan d'archives, dans cet océan de personnes qui se croisent, qui se détruisent, qui discutent, qui échangent? Comment est-ce que tu repères un groupe de 80 personnes? Alors, tu sais, c'est à la fois très compliqué d'accéder aux archives en 1991, 92, quand je suis en train de faire un truc, parce que on n'a rien. J'ai pas encore été en Allemagne. En plus, tu imagines pas le niveau de mon allemand à ce moment-là. Tu sais, j'ai fait 7 années d'allemand en lycée, mais je le parle comme une vache espagnole. Oui, c'est pareil pour moi, hein, donc je vois très bien. Et tu vois bien, l'allemand qu'on apprenait à cette époque-là, c'était Goethe, c'était Wahrheit, so spät durch Nacht und Wind, etc. Tu vois, ces conneries-là, et t'es incapable de dire prise électrique. Non, moi c'est Ich bin ein kleinen Crocodile et c'est terminé. À partir de là, je suis dépassé, quoi. Donc tu vois, et donc voilà. Mais j'ai une chance énorme qui est que en Allemagne et notamment plus largement dans les pays anglo-saxons, les gens qui font un doctorat portent leur titre. Et donc, quand tu es docteur en philosophie, en économie, etc., tu t'appelles docteur machin truc bidule chouette. Et la deuxième chance que j'ai, c'est que Raoul Ulliberg, dans son très grand livre qui s'appelle La destruction des Juifs d'Europe, place un organigramme de cette partie de la SS sur laquelle je vais travailler, qui s'appelle l'Office principal de sécurité du Reich, Reichssicherheitshauptamt. Et il y a un organigramme, et là, j'arrive à repérer
les noms des bureaux, une première structuration de ce qu'est cet office principal de la sécurité du Reich et les types qui sont à la tête de ces bureaux. Et donc, à ce moment-là, eh ben, je commence à faire une première liste de noms. Waouh, t'as trouvé le truc, génial. Ouais, j'ai trouvé sur Café d'Histoire, ils avaient fait un super PowerPoint, ils avaient récupéré quelques PowerPoints, etc. Et alors, donc, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a que, sur cet organigramme-là, on n'a que le premier niveau, tu vois, avec les chefs de service, les Amtschefs, on les appelle, tu vois. Alors, il y a quelques fautes, il y a Streichenbach, Best, Ohlendorf, etc., tu vois, qui sont certaines des grandes stars de mon groupe, des stars entre guillemets, mais tu arrives à descendre à 2 niveaux plus bas, tu vois, et à savoir qu'il y a par exemple, tu vois, droit et structure du Reich, je ne sais pas savoir qui c'est, adversaire politique, tu sais qui c'est. Oui, ok. C'est une question culturelle, voilà. Très bien. Ah oui, donc c'est vraiment ils sont dans les mesures Ah, donc ils gèrent vraiment des questions assez précises. Chacun, ils ont tous leurs prérequis, quoi. C'est fou. Oui, et tu vois, ils gèrent des trucs très précis. Mais par exemple, regardons tu vois, l'organigramme que tu as là et regardons ce SD Inland, tu vois, qui est en fait le service de renseignement intérieur de la SS. Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que c'est un truc complètement hybride. À la fois, ça ressemble un peu à ce que nous, on a rassemblé sous la DGSI, c'est-à-dire à la fois le contre-espionnage, les renseignements généraux, la surveillance des communautés politiques, des partis politiques, etc. Mais tu as aussi tout un travail d'observation de la société, de rapport d'opinion. Ça, c'est dingue quand même. Tu vois, tu es sous le nazisme, c'est le régime le plus coercitif du monde. N'empêche qu'ils essayent de savoir ce que pensent les gens et ils font des enquêtes d'opinion. Tu as aussi le communauté ethnique, là, donc, que tu es en train de voir, le bureau 3B qui est ici. C'est le bureau dans lequel se traitent, s'étudient et se conçoivent toutes les politiques raciales du Troisième Reich. Ensuite, les questions culturelles, et ben là tu te retrouves un peu avec des gens qui sont la plupart du temps des littéraires, des historiens, des linguistes, etc. et qui à la fois surveillent la production académique et en même temps mettent en place toute une activité de recherche. Et enfin, le bureau 3D, A, B, C, D, oui, le bureau 3D est un bureau qui est composé uniquement d'économistes, souvent issus de l'école de l'Institut d'économie mondiale de Kiel, et qui essaye de mettre en place et d'évaluer des politiques économiques pour le Troisième Reich, tu vois. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était un organe très hybride en fait, qui était à la fois un service de renseignement, en même temps une sorte de brain trust, comme les think tanks actuels, et en même temps c'était aussi la Sofres ou Ipsos à faire des sondages à la con, et en même temps bonjour, est-ce que vous êtes de quelle confession, vous, par hasard? Non, franchement on n'a pas envie de faire grand chose avec, vous en faites pas, c'est juste dans les dossiers. C'est ça. Ça c'était simple. Malheureusement ça c'était simple à savoir, tu sais, en Allemagne il y a un concordat, et donc les gens payent un impôt pour financer leur église. Et donc tu savais tout de suite si quelqu'un était catholique, protestant ou juif. Toujours aujourd'hui, il me semble qu'il y a encore des choses comme ça. Exact, c'est toujours exact. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des signes de nazification, c'est les gens qui faisaient ce qu'on appelle le Kirchenaustritt, c'est-à-dire qu'ils sortaient de l'église. Ceux-là, entre 1930 et 1945, les gens qui sortent de l'église sont la plupart du temps des militants nazis très assidus. Alors, c'est assez. Alors, je vais te poser une question qui, pour le coup, c'est une question qu'on aurait presque pu poser à la fin, mais j'ai envie que les gens aient aussi tous les outils dès le début. Parce que tu as décidé de finalement travailler sur un groupe assez réduit. 80 personnes, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est peu, d'une certaine manière. Est-ce que, d'une certaine manière, dans l'histoire, on a beaucoup aussi fait l'histoire des masses, l'histoire des groupes très étendus, histoire de tirer une sorte de grande ligne médiane et d'en tirer des informations, de ces grandes masses-là, justement. Pourquoi est-ce que des cas particuliers, ou un cas particulier, et souvent dans une conférence, je sais que tu aimes bien récupérer un parcours et le montrer, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, pourquoi est-ce que un groupe réduit ou une personne peut nous en dire plus qu'une grande masse, par exemple? Alors, tu vois, je pense qu'une des choses qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas persuadé
que ces deux histoires soient vraiment en concurrence. Ça, c'est une des choses que j'essaye d'écrire depuis maintenant quelques années, que je pense avoir essayé de dire dans mon prochain bouquin. Je pense qu'elle permet de voir les choses autrement. Ça montre des choses différentes. Alors évidemment, si tu veux, on va reprendre l'histoire. Quand en 1995-96, je commence ma thèse, je finis par m'apercevoir qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur ces groupes-là. Et notamment, si tu veux, tout un tas de gens. Pas tout un tas, non allez, 2 personnes quoi. 2 personnes qui font de l'histoire quantitative là-dessus. C'est-à-dire, tu vois, qui au lieu de prendre les 80 docteurs du RSHA, prennent les 400 dirigeants à la fois de ce RSHA, mais aussi de tous les bureaux locaux de la police, de la Gestapo, du SD, de la Kripo, etc. etc. Tu vois, de tous les cadres de tout ça, et qui en font une histoire quantitative assez intéressante, tu vois. Mais quand tu fais ça, tu peux pas montrer la même chose que quand tu descends en profondeur. Soit tu choisis, tu vois, de traiter toute la surface de la structure, soit tu passes par les cas et tu peux descendre en profondeur. Et c'est tout le problème est là. C'est quel dosage tu fais entre les deux. Tu as d'un côté Ulrich Herbert qui a écrit une magnifique biographie de Werner Best. Donc lui, il prend un seul personnage, mais il fait le tour de force d'écrire toute une histoire de l'Allemagne avec. C'est génial son truc. De l'autre côté, tu as Michael Wild qui prend ses 300 membres du RSHA et qui décrit cette génération de l'inconditionnel, comme il appelle ça. Le livre existe qu'en anglais, par contre, celui-là. Je suis désolé, mais en allemand et en anglais, mais il n'est pas traduit en français. J'ai pas réussi à le faire traduire en français. Et puis moi, j'ai pris entre ces deux trucs, j'ai pris une via média et j'ai décidé de m'intéresser à des gens dont je pouvais à la fois suivre la production écrite, et donc c'est pour ça que j'avais besoin qu'ils aient une thèse. Je voulais pouvoir lire leur thèse, tu vois, et dans le même temps pouvoir suivre ce qu'ils ont fait après, et donc je me suis aperçu qu'une grande partie de ces gens avaient fait partie des Einsatzgruppen et donc avaient pris en charge le génocide des Juifs en Union soviétique. Alors c'est très intéressant, c'était intéressant, c'est une question, ce qu'on appelle, pour les gens qui ne sont pas forcément habitués, c'est une question historiographique, c'est comment est-ce qu'on va étudier l'histoire. Il y a des écoles qui préconisent certaines manières de l'étudier, et c'est intéressant de voir que selon l'angle que vous allez choisir dans vos recherches, il faut savoir jauger, juger, mais on ne pourra pas parler de tout, on ne peut pas tout bien parler, il faut faire des choix. Christian, justement, on va rentrer dans le vif du sujet cette fois. Et toi, tu le faisais justement parce que quand on parle de ces gens qui ont fait dans les Einsatzgruppen pendant la Seconde Guerre mondiale, ces gens-là viennent de quelque part. Pour la plupart, ces gens-là naissent juste avant la Première Guerre mondiale, grandissent dans ce contexte-là. Et tu commences ton ouvrage Croire et détruire en parlant, il y a beaucoup de l'histoire du dialogue. À ce moment-là, Woodrow Wilson parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut discuter avec les peuples, il faut leur donner le droit de disposer de leur indépendance pour la plupart. Mais tu dis, il faut aussi s'intéresser au silence. Tu parles du silence de cette période-là. Dis donc, t'es un sacré lecteur quand même, parce que t'es le premier à me faire cette remarque. Hein. Je commence, je me suis intéressé, j'ai lu et voilà. T'es le premier à me faire cette remarque. Et oui, il faut faire l'histoire du silence et il faut faire l'histoire du saisissement, en fait. Parce que c'est pas n'importe quel silence ici. Le silence qui s'agence dans ces récits. Alors, soyons un peu plus concrets, tu vois. Chacun des hommes que j'étudie devient officier dans la SS, et quand il devient officier dans la SS, il est obligé de produire ce qu'on appelle un Lebenslauf, c'est-à-dire, en gros, un récit de vie. Et ça, c'est quand même une chance immense pour quelqu'un qui veut faire des biographies, des biographies collectives. C'est pour chacun des hommes dont on est en train de parler, on a au moins une biographie collective, et dans ces biographies collectives, même quand tu t'aperçois qu'il y en a un qui vient de Prusse orientale et que donc il a vu les troupes russes qu'on crucifiait tête en bas des paysans allemands, même quand tu en as un qui a perdu son père dans la guerre comme Werner Best, etc. Jamais un mot sur ces choses-là, jamais. Donc on travaille pas sur une négligence, on travaille vraiment sur... Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un silence complètement béant qui traverse tout ça, et c'est pas facile de faire l'histoire du silence, et il faut pas se leurrer, hein. Dans mon travail, c'est la partie la plus faible. Oui. C'est la partie la plus faible, parce que faire l'histoire d'enfants qui sont à bouche ouverte comme ça pendant des années, c'est pratiquement impossible. Évidemment, après,
c'est beaucoup plus simple dans la suite de leur vie de voir quelles sont les résurgences, les récurrences, et qui, a posteriori, permettre de dire, bah voyez, s'il y avait vraiment un problème avec ça, la question de l'expérience de l'errance, la question de l'expérience de la faim, etc. On voit très bien que ça joue un rôle, mais jamais ces gens, même quand il est patent qu'ils l'ont fait, jamais ces gens n'en parlent. Ouais, c'est vachement c'est très intéressant et c'était important d'en revenir parce que c'est aussi que là commence l'histoire de certains avec cette Première Guerre mondiale. Souvent on trouve certaines réponses dans la violence de cette société-là et vous en parlez justement aussi en conférence. Vous le disiez, qu'il y a une forme très très importante de, voilà, vous le disiez, la Première Guerre mondiale, c'est 3000 Européens qui meurent chaque jour. Oui, et ça c'est intéressant parce que tu vois aussi l'aveuglement des historiens jusque dans les années 90, c'est-à-dire que fondamentalement quand même, la seule expérience universelle que font tous les êtres humains, c'est l'expérience du deuil. Nous perdons tous à un moment ou à un autre quelqu'un. Enfin, il y a la mortalité, évidemment, nous allons tous mourir, je suis désolé de te l'apprendre, mais nous allons tous mourir, mais avant de mourir, nous allons tous perdre quelqu'un. Et le deuil comme objet d'histoire n'a pratiquement jamais été travaillé avant les années 90. Et ben, moi, je fais partie des gens à qui on a montré cet objet. Tu vois, je suis pas le premier à l'avoir fait, il faut bien le dire. Hein. Le tout premier à avoir travaillé sur ces questions-là, c'est mon maître, hein, c'est Stéphane Audouin Rousseau, qui a écrit un livre, mais tout simplement magnifique sur ces questions. Il s'appelle 5 deuils de guerre. Et c'est vraiment, c'est un de ses 2 plus beaux livres. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous pouvez lire ça, en plus. Tout le monde peut le lire parce que c'est des cas. Et donc après Stéphane, eh ben, la question du deuil est devenue quelque chose d'extrêmement important parce que on a commencé à essayer de l'intégrer à tout ça. Et on s'est aperçu que la Première Guerre mondiale, comme tu le disais, c'est le ressurgissement de la mort de masse. Waouh! Le ressurgissement de la mort de masse dans l'horizon de conscience des Européens. Bien sûr, il y avait eu les guerres napoléoniennes, certes. Bien sûr, il y avait eu la guerre de 30 ans, certes. Mais tout ça n'avait pas l'intensité des quelques 3000 morts européens par jour, hein, qui a été cette immense saignée. Pour faire face à ça, toutes les nations d'Europe ont inventé, élaboré, de façon à la fois construite étatiquement, mais aussi très spontanée, dans les diverses couches strates sociales, des cultures de guerre qui expliquent le conflit. Et c'est de ça qui est parti. C'est dans ce bain-là, hein, que ces enfants sont nés et ont été socialisés, parce que les enjeux étaient tellement importants, le trauma était tellement important que on ne pouvait pas laisser les enfants à l'écart de tout ça. Il fallait leur parler, il fallait leur expliquer, il fallait faire entrer la guerre dans leur univers, parce qu'on peut pas les laisser en dehors de ça. C'est un point qui est très fort. Et est-ce qu'on va on parle de cette violence-là, mais elle va aussi rentrer dans les foyers encore un petit peu plus par les objets aussi, puisque c'est aussi important de le dire, c'est-à-dire que les soldats allemands qui vont rentrer des tranchées ne vont pas laisser leurs armes dans les tranchées. Ils rentrent avec aussi. Bien sûr, ils rentrent avec, mais les objets avaient déjà pénétré avant, en fait. Ils pénètrent dès l'hiver 1914. Tu sais, une des choses qui est assez rigolote à faire, c'est les Allemands sont quand même les rois du matériel industriel et de la fabrication industrielle au début du XXe siècle. Et donc, les grandes firmes de jouets que tu connais, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu des trains électriques. Moi, à mon époque, je sais, je suis un boomer. Moi, à mon époque, on avait des trains électriques. Et les trains électriques, ils étaient de marque Märklin. On jouait avec des jeux de cartes, c'était des Ravensburger. C'est deux marques qui existent au début du siècle, tu vois. Et donc, on peut faire l'histoire on peut aller voir les catalogues de jouets de tout ça. Et de quoi on s'aperçoit? La guerre éclate en août 14. En décembre 14, le Père Noël, il peut apporter un train de blessés. Oui. Il peut apporter un train de blessés, il peut apporter des petites figurines de blessés avec un bandage et du sang. Il peut apporter un jeu de loi guerrier avec la suite est à Paris, etc., etc. Et donc tu vois, c'est ce que le grand historien Georges Mossé a appelé la trivialisation, c'est-à-dire tu vois la pénétration de la chambre enfantine bourgeoise, évidemment. Hein, on a bien compris, tu vois, c'est pas les paysans allemands ou les ouvriers qui ont ça, mais la chambre. La chambre des enfants de classe moyenne et de la bourgeoisie ont été pénétrés par cet imaginaire de guerre et par tout ça, tu vois. C'est intéressant. Et comme tu le disais, si tu veux, tout ça est un début,
C'est-à-dire que le 11 novembre 1918, quand les Français, quand le conflit s'arrête, les Français, ils sont sujets à un processus qui est long, qui est emmerdant, etc., qui consiste à passer par la caserne, rendre son arme, retrouver ses habits de civil, etc., etc. Les Allemands, pas du tout. Les Allemands, ils laissent leur matériel lourd, hein, c'est-à-dire tout ce qui est les canons de plus de 100 kilos, mais pour le reste, les Allemands amènent quelque chose que mon copain Nicolas Patin, c'est un super historien du nazisme aussi, hein, soit dit en passant. Mon copain Nicolas Patin, il a compté qu'il y avait à peu près 5 millions, d'armes individuelles. Armes individuelles, tu comptes fusils, mitrailleuses, mais par contre, si tu veux, ça n'est que ça. Ça n'est que fusil, mitrailleuse, revolver, tu vois. Toutes les autres armes par destination, c'est-à-dire tout ce que les hommes dans les tranchées ont utilisé, grenades, poignards, pelles aiguisées, pioches, etc., rentrent avec tous ces gens-là et on n'entend pas parler, tu vois. Et donc, tu as une société, si tu veux, au moment où les Français rentrent vraiment en paix, l'Allemagne ne rentre pas en guerre. Elle a fait la guerre très profondément dans le territoire français. Donc jusqu'ici, la guerre était loin. Mais en fait, c'est la guerre qui rentre par l'intermédiaire des soldats dans cette société qui va devenir la société de Weimar. Ouais, c'est ça, une société en plus qui va être touchée par le blocus, on le rappelle en plus, donc qui va connaître des difficultés économiques assez fortes aussi. Et chose sur laquelle, excuse-moi, juste rajouter un truc, le blocus, c'est quelque chose de très important parce que quand tu dis à des Français ou à des soldats allemands, écoutez, vous êtes en train de faire la guerre et c'est une affaire entre hommes. Hein, c'est vous, les hommes qui êtes en train de faire la guerre et vous êtes en train de vous entretuer, mais voilà, c'est la guerre. L'Allemand, il peut dire non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas une guerre, c'est une guerre vraiment totale. Ce que vous êtes en train de faire, vous, Français et Anglais, vous êtes en train d'affamer nos femmes et nos enfants, vous êtes en train d'essayer de les tuer aussi. Donc, ne venez pas nous parler d'une guerre normale, c'est une guerre totale. C'est une guerre totale et c'est important de le dire parce que ça rentre aussi dans cette idée du coup de l'imaginaire que c'était une guerre il fallait aller jusqu'au bout des choses et on rentre aussi dans une question de la survie aussi de la germanité et c'est une question qui va ressurgir très vite et c'est une question très importante pour ces intellectuels que tu as étudié. Exactement. C'est clair, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce d'angoisse de mort collective qui s'installe en fait dans la société allemande entre 1914 et 1918. Les Allemands ils n'ont pas l'impression qu'on va tous les tuer, absolument, mais ils ont l'impression que ce que cherchent leurs adversaires en les assiégeant, en les privant de nourriture, etc., c'est d'en tuer le maximum, d'en tuer le plus possible, et pas seulement briser la puissance militaire allemande, mais aussi de briser l'Allemagne en tant qu'État, en tant que nation et en tant qu'entité démographique. Alors le but, donc, il y a quelque chose qu'on appelle de l'ordre d'une angoisse de fin du monde qui se met en place, qui fait que un soldat allemand, il n'a pas seulement peur pour lui, il a peur aussi pour sa famille. C'est important de le dire parce que c'est important de vous compreniez le terreau aussi où ces jeunes hommes qui vont après grandir dans les années 20 puis dans les années 30 dans quel contexte ils sont nés aussi dans cet enjeu de survivre en fait dans cet enjeu de survie. Est-ce qu'on peut revenir cette fois-ci sur le parcours d'un de ces, un petit peu comme un cas d'exemple, je trouve que c'est aussi intéressant sur un cas de ces fameux intellectuels pour qu'on puisse vraiment situer à quoi pouvaient ressembler leur vie, leur parcours universitaire finalement, jusqu'à l'arrivée dans la SS. Lequel tu voudrais écoute, pour le coup, je te laisse choisir. Tu vois, tout dépend ce qu'on veut montrer, si tu veux. On peut prendre, si on veut continuer sur cette histoire d'enfance, il y en a très très peu sur lesquels on peut résoudre, mais il y en a un qui a été très traité par Ulrich Herbert dont je te parlais, qui est Werner Best, et qui nous permet bien de voir comment tout ça bascule. Si tu préfères qu'on traite de la question de la bascule dans la violence, il faut en prendre un autre parce que lui s'arrête en 1939. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on verra ça. On verra pour le deuxième un peu plus tard, et on va commencer par ce Werner Best, si tu veux. Alors Best, il est intéressant parce que il est né en 1903. Il est né en 1903. Son père est c'est classe moyenne. Tout ça, c'est classe moyenne. Hein, c'est classe moyenne plus, tu vois, à l'orée de la bourgeoisie et de la grande bourgeoisie. Ces gens, Best, il a un frère. Ils sont. Ah ouais, t'as trouvé sa photo. Ouais.
Oui. Tu as trouvé sa photo. Donc Best, il est né en 1903. Il est dans une famille de libraires d'une ville rhénane. Je me rappelle plus si c'est Cologne ou Essen. Son père part à la guerre en août 14. Assez logiquement, il est blessé très grièvement pendant les offensives de Belgique. Il est rapatrié dans un hôpital à Trier, un Trèves, donc assez près de sa famille, mais il meurt à l'hôpital en la fin de septembre 1914. Et donc Werner Best, à ce moment-là, décrit dans un de ses récits de vie le fait que sa mère s'effondre, que ce qui s'effondre aussi, c'est évidemment l'activité économique de tout ça. Donc les librairies, t'imagines bien, on voit un peu ce que ça donne avec le Covid là tout de suite, mais tu vois, il y a toute une partie de l'activité économique qui s'effondre. Donc sa mère, elle est endeuillée, elle s'effondre nerveusement, la librairie périclite, le gamin, il a 11 ans, et à partir de ce moment-là, il s'estime devenu chef de famille. Il s'estime devenu chef de famille, d'autant plus qu'il raconte que son père leur a laissé une lettre, disant à son frère et à lui qu'il devait se conduire en homme et en allemand. Donc, tu vois, quand je te disais qu'on n'a pas de source, ici on en a quand même un tout petit peu de la source. Et la source, elle nous dit quoi? Elle nous dit que Werner Best, il est socialisé dans un bain de culture de guerre qui donne un idéal normatif aux enfants, un idéal qui fait que les enfants doivent être sérieux, graves, conscients du sacrifice que font leurs aînés sur le front, et qu'ils doivent mettre en place une attitude responsable qui consiste à prier, quêter, travailler. Et c'est ce que fait Werner Best. Il suit l'école et dans le même temps, il essaye d'avoir des petits boulots pour suppléer sa mère. Et il explique que à 15 ans, quand il a appris que l'armistice était signé, et quand il en a connu les termes, il était tellement persuadé que c'était l'horreur et qu'il ne fallait surtout pas le signer, qu'il s'est placé à la porte. C'est Düsseldorf la ville. Il s'est placé à la porte de Düsseldorf, porte ouest, et il attendait qu'une chose, c'était que des formations de volontaires se mettent en place pour aller continuer le combat. Il les aurait rejointes. Et donc, tu vois, on voit bien ici comment la chose se met en place. Mais par contre, ce qu'on voit pas, c'est le basculement. Tu vois, ici, on a affaire à un enfant de la guerre, comme on en a des dizaines et des dizaines de milliers. Ce qui va être intéressant chez lui, c'est la façon dont ça bascule. Et la façon dont ça bascule, on connaît ça bien aussi parce qu'on a pas mal de choses sur son engagement étudiant. Il fait son lycée, il va faire sa fac de droit, et à la fac de droit, il adhère à un syndicat étudiant qui s'appelle le Deutsche Hochschulring. Comment on pourrait traduire ça? Le cercle académique allemand. C'est censé être un syndicat étudiant plutôt évidemment plutôt conservateur, plutôt évidemment bourgeois, parce que il n'y a pas de personnes des milieux populaires qui font des études à cette époque-là, donc plutôt milieu bourgeois, mais on va dire conservateur. Et puis entre 1918 et 1921, c'est-à-dire juste à la période où Werner Best va rentrer dans les études, il y a un renouvellement de toutes les instances de gestion paritaire étudiante. Tu sais, ces trucs, le Crous là, dans les universités françaises. Alors en France, les syndicats étudiants ont quasiment zéro représentativité. Les pauvres, tout simplement parce que les étudiants s'en fichent. C'est pas leur faute. Il y a un désintérêt étudiant pour ces questions. C'est assez dommage. Bon, c'est un autre débat. Et en Allemagne, c'est pas du tout le cas. En Allemagne, c'est des questions qui sont super importantes. C'est des questions qui sont très suivies. Et ces élections étudiantes entre 1918 et 1921, elles ont un seul débat. Et ce débat, il est lancé par ce qu'on appelle les Völkisch, c'est-à-dire les étudiants de droite nationalistes radicaux. Et ces Völkisch, ils imposent un débat dans toutes les universités allemandes. Et ce débat, c'est quelles sont les formalités que l'on doit remplir pour pouvoir adhérer aux œuvres sociales universitaires et à l'ensemble des milieux associatifs. Et leur question, c'est est-ce qu'on demande un arbre généalogique? Waouh. Ah oui, donc là, c'est clair et net, quoi. C'est-à-dire que quand... Tu vois. Wow. Ah oui. On est en 1821. On est en 1918-21. Et l'un des acteurs de ce débat, c'est Werner Best.
il a 18 ans, il est tout feu tout flamme, et il fait partie de ces gens qui sont des nationalistes intégraux, antisémites, qui considèrent que les Juifs ont leur responsabilité dans la perte de l'Allemagne, qui adhèrent à ce qu'on appelle le Dolchstoßlegende, c'est-à-dire la légende du coup de poignard dans le dos, et qui considèrent que les Juifs n'ont pas leur place dans la société, et notamment pas dans les élites. Il fait partie de ces Völkisch là, tu vois. Et ce qui est intéressant, tu pourrais me dire là tout de suite, ok, d'accord, il y a trois énervés, trois pauvres types qui gangrènent un peu le truc, mais voilà, on est quand même dans la citadelle du libéralisme et des humanités, etc., etc. Seulement, le résultat des élections, il est très clair aussi. Hein. On a 80% de participation, et dans toutes les facs, les Völkisch gagnent à 66%, à plus des 2/3. Tu fais une règle de 3, eh ben, tu t'aperçois que plus d'un étudiant sur deux vote pour des syndicats de droite nationalistes, antisémites, dès 1918-1921. Wow. Or, tu parles, le monde universitaire, eh ben, c'est les élites de demain. Tu vois, c'est les gens qui vont devenir juges, avocats, procureurs, ministres, machin truc, bidule chouette. Quel est l'avenir d'une république démocratique comme Weimar si, alors que c'est toutes ces élites, enfin plus de la moitié de ces élites disent nous ce qu'on veut c'est un régime autoritaire, on veut pas de la démocratie, ça fonctionne pas, il faut redresser l'Allemagne, et pour redresser l'Allemagne il faut un régime qui soit un régime autoritaire. Tu vois, c'est une vraie question. Qui se pose, En fait, je suis très étonné. Ouais, c'est super intéressant. Et en fait, je suis très étonné de la précocité en fait de ce mouvement. C'est-à-dire qu'on est, c'est ça, c'est dès 1918-1921, Weimar va connaître, et Weimar n'est pas au plus mal encore à ce moment-là. Hein. Weimar va connaître après 1929, etc. Donc, on est dès le moment, on sait qu'en fait le lendemain va être difficile puisque en fait il y a des gens qui n'y croient définitivement pas quoi. À part que presque personne n'en a conscience, si tu veux. À ce moment-là, les populations votent assez massivement pour la gauche et le centre. Et personne ne s'aperçoit, si tu veux, qu'il y a tout ça. Évidemment, tu vois, il y a une très forte opposition à Weimar qui vient appelons ça l'extrême gauche, c'est-à-dire les communistes, et de l'autre de la droite nationaliste, bien sûr, hein, si tu veux. Bien sûr qu'il y a tout ça, mais personne n'est vraiment conscient de ce qui s'est passé, de ce basculement qui a été opéré en fait par l'expérience de guerre. Parce que tout le problème de ce truc-là, c'est quand même que ces étudiants dont on est en train de parler, les plus âgés sont des anciens combattants. Ils ont passé 4 années à apprendre à tuer des gens. Et donc, c'est clair que les affrontements étudiants de 1900, tu sais, où tu as un conservateur, une bande de conservateurs, une bande de sociodémocrates après 4 bières qui se rencontrent dans les rues, ils échangent des baffes. Hein, tu vois, c'est des coups de manivelle, ça ressemble un peu à une 3e mi-temps de rugby. Mais quand tu as la même chose en 1919, non, les gens sont armés, ils ont des couteaux, ils ont des revolvers, et ils échangent des coups de feu. Ah oui, c'est pas. Effectivement, ça change un petit peu. Alors, les gens posent la question à quoi est due cette montée de l'antisémitisme en sortie de la Première Guerre mondiale. Je pense que c'était un sentiment qui existait déjà. Maintenant, c'est aussi ces fameux mouvements Völkisch qui le sont pour la plupart. Est-ce qu'on peut faire rapidement un petit point sur qu'est-ce que sont ces mouvements Völkisch? Ça vient d'où? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui naît après la Première Guerre mondiale ou c'est avant? Alors c'est à la fois c'est une très belle question qui a été posée, et tu as bien raison d'articuler les deux. Il y a la première chose que je voudrais dire, c'est si tu demandais à un Européen, n'importe lequel, un Allemand, tu le prends en 1900 et tu lui dis écoutez mon vieux, vous savez que dans le prochain demi-siècle, il y a une nation européenne qui va discriminer les Juifs et qui va essayer de les exterminer. L'Allemand, il vous répond 2 choses. Il vous dit ah oui, c'est parfaitement clair, c'est parfaitement possible. Hein. L'ambiance est délétère à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Les Russes et les Français sont capables de tout. Effectivement, 1898, c'est l'affaire Dreyfus, c'est Drummond qui sort la France juive, c'est la Ligue antisémite, etc., etc. D'un autre côté, les Russes, à ce moment-là, 1900-1905, c'est d'immenses pogroms qui vont envoyer toute une partie du monde ashkénaze dans le Nouveau Monde, hein, et peupler les États-Unis, etc. Et là, à cette époque-là, bien sûr que il existe un antisémitisme d'origine religieuse qui existe en Allemagne, et qui dit voilà, ces gens ont tué le Christ, c'est un scandale, que font-ils ici, etc. Mais tu vois, c'est une certaine extrême droite qui est concernée et pas beaucoup plus. Une certaine extrême droite et une partie des milieux de gauche modernistes, hein, qui sont concernés. Ce qui
me semble-t-il, il y a deux choses qu'il faut mettre en place. C'est il y a il y a un mécanisme de biologisation des sensibilités qui se met en place, c'est-à-dire que l'antisémitisme va muter de religieux vers un antisémitisme racial. Et ça se met en place, c'est un long processus qui commence à la fin du 19e siècle et qui s'achève dans les années 20 et 30. Et en second lieu, si tu veux, la Première Guerre mondiale a quand même radicalisé très fortement la chose avec cette campagne désastreuse qui a commencé en 1916 et qui, avec des rumeurs insistant, disant que les Juifs ne participaient pas à l'effort de guerre, il y a eu une grande enquête sociologique qui est montée par le haut état-major allemand. Cette enquête montre évidemment le contraire, c'est-à-dire que les Juifs sont surreprésentés dans l'armée. Mais évidemment, le haut état-major ne la publie pas. Parce que ça n'arrangeait pas ces vieux messieurs prussiens, eux-mêmes antisémites, tu vois. Et donc, tu as comme ça, si tu veux, une espèce de mutation de longue haleine de l'antisémitisme qui est pas spécifique à l'Allemagne, qui est spécifique à l'Europe, et qui se met en place pendant tout ce, on va dire, ce gros demi-siècle qui va de 1880 à 1930 à peu près. Après, la question est évidemment la question est de savoir quelle est la prégnance de l'antisémitisme dans la société allemande, et ça c'est très difficile à savoir. Très difficile, et il faut être clair, c'est pas là-dessus que les nazis sont arrivés au pouvoir. Les nazis, ils arrivent au pouvoir, on en reparlera, mais les nazis, ils arrivent au pouvoir en disant on va remettre tout le monde au boulot, on va lutter contre le chômage et on va le vaincre. Ça c'est important de le dire. Tu vois, donc les questions d'antisémitisme, c'est des questions qui restent quand même très très compliquées à gérer. À articuler, mais ce qui est important que vous reteniez, c'est que c'est absolument pas une sorte de haine un peu qui vient des tréfonds d'une certaine population allemande un peu bas de plafond ou quoi que ce soit, c'est absolument pas le cas. Le coup de l'antisémitisme de Luther à Hitler, c'est une connerie, quoi. Ça fonctionne pas bien. C'est un truc que les Américains ont beaucoup joué pendant la Seconde Guerre mondiale et après, ou même le coup les gens haïssaient les Juifs tellement que ils avaient le projet dès 1920 de tous les exterminer. Ça ne fonctionne pas. Ça n'explique rien et même ça obscurcit des débats. La question de l'antisémitisme, c'est vraiment une question qui est européenne et vraiment, ça c'est super important. On ne comprend rien à la Shoah si on ne comprend pas que la Shoah n'est pas une question de face à face entre d'un côté des antisémites allemands et de l'autre des juifs d'Europe de l'Est. La Shoah est impossible sans des conducteurs de train français, des bureaucrates belges, des tueurs d'enfants lituaniens, des voisins polonais, des dénonciateurs autrichiens, etc., etc. Et je pourrais inverser tous les rôles, bien entendu. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est-à-dire que quand on est d'extrême droite nationaliste en Allemagne, on n'est pas forcément nazi. Il y a plein d'autres partis, enfin, et plein d'autres groupuscules extrême droite qui existent à ce moment-là. Comment est-ce que, notamment Werner Best et d'autres avec lui, en sont venus à parler à aller dans le parti nazi? Est-ce que c'était parce que il y avait une colonne vertébrale idéologique plus forte que d'autres? Comment ça s'est passé? Alors, c'est évidemment une excellente question. On était avec Werner Best au congrès d'Erlangen en 1921, là tout de suite, où il contribue à faire basculer les étudiants dans le nationalisme völkisch. Mais à ce moment-là, si tu lui disais, vous savez, mon vieux, dans 18 ans, en 1939, vous aurez intégré le Parti national-socialiste, vous aurez pris le pouvoir avec lui et vous serez en train de diriger la police politique de ce pays. Le type vous dit mais ça c'est dans vos rêves, mon vieux. Jamais je ne travaillerai avec ces pauvres types que sont les nazis. Pourquoi ? C'est assez simple. Entre 1921 et 1925, on va dire, entre 1919 et 1925, le DAP, Deutsche Arbeiterpartei, Parti ouvrier allemand, puis national-socialiste, Parti ouvrier allemand national-socialiste. Ça va ? Oui. J'ai cru qu'il y avait une interruption. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, j'hésiterai pas à te dire s'il y a une interruption, mais là, tout est bon. Donc le NSDAP est un parti völkisch parmi d'autres. Et parmi d'autres, il s'en détache, mais de façon assez négative, en fait. Pourquoi ? Parce que le nationalisme irrédentiste antisémite est plutôt quelque chose d'élitaire. C'est quelque chose qui est d'extraction bourgeoise. Ce sont des étudiants, des intellectuels, beaucoup qui
qui adhèrent à tout cela. Or, le Parti national-socialiste, lui, se veut à la fois national et socialiste, et donc a une extraction qu'on pourrait dire plébéienne. Il recrute chez les soldats, chez les ouvriers, les paysans, etc. etc. En second lieu, c'est un parti qui prône la violence pour arriver au pouvoir, qui est un parti à la fois putschiste, insurrectionnaliste et un parti qui prône la violence de rue. Et donc, pour nos petits étudiants à jolie cravate, là, belle petite coupe, comme tu as vu Bernard Best, etc., et ben, ces gens sont à la fois des brutes, stupides, violentes et qui en plus sont des facteurs de désordre et de troubles extrêmement dommageables pour la société. Et donc ils ont une vision très négative du NSDAP. Si tu rajoutes à ça qu'en 1924, quand les Français et les Belges envahissent la Ruhr et la Rhénanie pour obliger les Allemands à payer les réparations, les nazis disent bon, vous savez, nous on est bavarois, ces trucs de Rhénan là, qu'ils s'égorgent, hein, c'est leur problème, on n'enverra pas un homme là-bas. Et ben, pour tout l'ensemble du mouvement, on va dire nationaliste allemand, völkisch, eh bien c'est une traîtrise. Les nazis sont à la fois des lâches et des traîtres, en plus d'être des brutes bas de plafond. Oui. Donc ça part de très très loin. Il va falloir deux choses pour que le nazisme, le national-socialisme et les nationaux-socialistes se mettent en place. D'abord, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sociologie qui va jouer. À partir de 1925, les nationaux-socialistes se dotent d'organisations qui vont rendre moins saillant cette dimension ouvrière et plébéienne, qui sont des institutions élitaires. La première d'entre elles, c'est la Ligue nationale socialiste des étudiants. C'est une espèce de club dans lequel de syndicats étudiants qui devient de plus en plus important dans les milieux académiques, hein, et qui finit par commencer à absorber l'ensemble des partis étudiants à partir de 1925. Mais surtout, les nazis créent en 1925 ou recréent la SS. Et l'ASS avec cette idéologie de l'avant-garde racialement consciente du mouvement, avec un uniforme qui est un uniforme de coupe classique, sombre, censé être très beau, etc. Avec ces critères hyper sélectifs d'entrée qui sont à la fois des ratios, il faut faire un peu plus d'un mètre, il faut faire plus d'1 m 74, montrer un arbre généalogique remontant à 1750, mais aussi montrer ni vu ni connu qu'on a les bons codes sociaux et qu'on vient des bons milieux. Eh bien, les militants völkisch trouvent des endroits où ils peuvent exprimer leur idéologie élitaire. Mais plus profondément, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idéologie, appelons ça le monde des idées nationalistes, völkisch, radical, est un monde qui est extrêmement évanescent, déstructuré, etc., etc. Et que le national-socialisme est, à partir de 1924, le seul qui dispose d'un corpus doctrinaire qui, d'une part, est cohérent à ce que Ulrich Herbert appelle de la Binnenkohärenz, de la cohérence interne, et deux, a été formalisé dans un livre. Hein, c'est Mein Kampf. Et donc, le nazisme, c'est un déterminisme racial, hein, tout est race. Le passé est racial, hein, c'est comme ça que les nazis, vous connaissez peut-être pas d'ailleurs, hein, mais mon copain Johann Chapoutot, qui est un excellent historien du nazisme, a travaillé sur le nazisme et l'Antiquité, et les nazis vous expliquaient que Athènes, Sparte, Rome, l'Empire perse, tout ça avait été formé par des blonds aux yeux bleus nordiques qui avaient fondé les grands empires, que tout ça était contrebalancé par un mouvement de dissolution qui était dû au métissage et à l'action dissolvante des Juifs, etc., etc. Donc l'histoire connaît ainsi, si vous voulez, un nouveau récit qui est conditionné par le déterminisme racial. Le monde, c'est pareil. Hein, le monde, vous pouvez faire une géographie raciale et les nazis s'y retrouvent en montrant que il y a toute une partie du monde dans lequel les taux de concentration des races nordiques sont les plus importants. Scandinavie, Allemagne évidemment, mais aussi Angleterre, Pays-Bas, etc. Et que c'est cette partie du monde qui doit dominer. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça m'intéresse parce qu'en fait, la question que j'ai envie de me poser, elle est peut-être un petit peu triviale, mais quand même, c'est-à-dire que
enfin, nous maintenant avec ce recul-là, ça nous semble complètement aberrant, mais comment est-ce que des intellectuels justement qui ont fait des études, il y avait des historiens aussi, comment est-ce qu'ils y ont cru? Comment est-ce quand on leur a dit ça, l'histoire est raciale, en fait c'était des Nordiques qui ont fait l'Empire romain, il y en a eu des conquêtes en Asie qui étaient aussi faites par nous, comment est-ce qu'on y croit? Alors, comment est-ce qu'on y croit? Eh ben, d'abord, on y croit parce que la raciologie, hein, la science de la race, constitue en Allemagne, mais pas seulement dans toute l'Europe, mais dans toute l'Europe, une science constituée à cette époque-là. C'est-à-dire que les gens pensent que tu peux avoir une approche quantitative du truc, mesurer des nez, mesurer des écarts d'œil, mesurer des lobes d'oreilles, des mâchoires, mettre en place des modèles quantifiés de forme de visage. Hein. La dolicocéphalie, c'est quand tu as le visage long. La brachycéphalie, c'est quand tu as un visage carré avec des grosses mâchoires. Tu vois, et donc, tu as une vraie approche scientifique et qui se dit à la fois moderne et scientifique et qui au fond légitime l'ordre tel qu'il existe, si tu veux, légitime à la fois la prétention des Européens à se monter des empires coloniaux, mais aussi à l'intérieur de l'Europe légitime les structurations sociales, c'est-à-dire que on te montre que au fond l'alcoolisme, la pauvreté, etc. Tout cela est d'ordre biologique et d'ordre racial et que pour des gens qui essayent d'être un peu systématiques sur ces trucs-là, le vrai ennemi c'est le métissage. Oui. Et donc il y a toute une forme de discours savant qui se met en place autour de ces trucs-là et qui peut-être sous couvert de scientificité poser de vraies concurrences par rapport au discours véritable. Quelqu'un qui fait de l'histoire comme Marc Bloch, tu vois, des espèces de stars des années 20 et 30, se retrouve à des moments dans des congrès à discuter avec des représentants d'une histoire qui disent écoutez, c'est très bien, nous aussi on veut faire une histoire sociale, mais cette histoire sociale, on veut aussi montrer qu'elle a des racines qui sont des racines liées à l'ethnicité, etc. Et Marc Bloch se retrouve à discuter avec ces gens-là, qui ont derrière eux des chantiers de fouilles, de la bibliographie, des archives, etc., etc. Tu parlais de chantier de fouilles, justement, il y a une question qui est posée dans le chat et qui me semble intéressante. On parle aussi de gens qui sont convaincus idéologiquement de ce qu'on leur dit, mais est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont fait ça par opportunisme, des intellectuels? Peut-être qu'ils vont au-delà de ton groupe aussi, mais on sait que les nazis ont financé notamment certaines recherches. Voilà, quand on faisait de l'archéologie, de temps en temps, on pouvait se dire ouais, si je fais de l'archéologie dans ce sens-là, les nazis peuvent me financer. Est-ce que ça a été quelque chose qui a existé vraiment beaucoup, ou est-ce que c'était un petit peu plus marginal? Alors là, on quitte le secteur de mes 80 intellectuels nazis pour passer dans le secteur du monde intellectuel, et on s'aperçoit que un peu partout, une très grande majorité des milieux académiques a répondu, tout en s'adaptant, aux nouvelles normes nazies. Tu vois, d'un côté, tu as des gens qui en effet ont essayé de continuer à travailler sur ce qu'ils étaient en train de faire, mais qui recevaient moins de fonds, etc., et qui ont fini par continuer à faire leur travail le plus possible dans leur coin, mais ça a été de plus en plus compliqué. Tu en as d'autres qui disent avoir été des opportunistes. Qui disent bon, écoutez, oui, j'ai fait ma thèse avec un tel, etc., etc. Mais ils te le disent après la guerre, ils te le disent pas pendant. Hein. Bien sûr. Et donc, c'est toujours un peu compliqué de savoir comment ça s'est passé. C'est quelque chose d'assez douloureux, qui a été assez douloureux dans les années 90 en Allemagne. Tu vois, quand on s'est aperçu, par exemple, que le père Mommsen, tu vois, qui est donc le père de deux très grands historiens à la fois de l'Allemagne nazie et de la Première Guerre mondiale, Hans et Wolfgang, donc le père Wolfgang Mommsen senior, avait mis en place, tu vois, sous couvert de travail académique, avait participer à l'évaluation des gens, participer avec des mémorandums à des politiques de conception de la planification économique, etc., etc. Tu vois. C'est quelque chose de très très difficile de sortir de ces champs magnétiques là quand je cherche à excuser personne, moi j'explique, c'est tout, j'ai pas de bien sûr.
Mais c'est très difficile pour eux d'échapper au truc. Et surtout, si tu veux, il n'y a rien de pire pour un intellectuel que quelqu'un qui lui dit, vous savez, vous avez raison, on vous aime, on va vous financer. Là, n'importe quel historien, géographe, machin truc, le choix doit avoir une force d'âme dingue pour résister à ça. Et évidemment, ils ne le font pas, tu vois. Donc, un exemple, si tu veux, si tu as fait un peu de géographie, tu vois qui c'est Walter Christaller. Tu sais, c'est le type qui a fait la théorie des lieux centraux. Tu sais pourquoi est-ce que les villes s'installent comme sur comme des nids d'abeilles. Ah tu oui, vois, oui, si, oui. C'est le modèle, c'est le modèle d'installation des villes en Europe centrale et orientale. Ben, Christaller, tu vois, il a fait son modèle dans les années 20. Et puis, bim. J'ai retrouvé ça. Bravo, hein. C'est sorti vite. Christaller, en 1939 et en 1940, on lui dit écoutez, votre modèle il est tellement génial, on va l'appliquer. Hein, vous allez nous dire quelles sont les villes qu'il faut qu'on construise et puis quelles sont les villes qu'il faut qu'on détruise dans les territoires qu'on a conquis, quoi. Et donc il devient une des têtes pensantes de ce commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité, RKFDV, un DV qui est censé piloter toutes les politiques de germanisation et de remodelage de l'Europe, tu vois. Ah oui, c'est important ça. Oui. La révolution culturelle de Chapoutot qui parle de ça, de cette révolution qui doit remodeler l'espace, c'est-à-dire que l'Allemand conquérit, mais surtout il colonise, et ça aussi c'est une donnée importante, quoi. Conquérir, coloniser, etc. Et tu vois, Christaller au départ est pas spécifique, il est pas nazi, il est peut-être, je pense qu'il est même sans doute pas antisémite. Il n'en reste pas moins que il est à la base de ce qu'on appelle le Generalplan Ost, hein, qui à la fin du truc prévoit la mort de 27 millions d'individus quand même, tu vois. Donc c'est une espèce d'engrenage qui rentre en ligne de compte, et c'est vrai que tu rentres dedans et puis après effectivement il y en a certains qui après tu le disais qui disent que non, il s'était pas vraiment, mais le contexte faisait aussi que quand on était chercheur, eh bien les propositions étaient parfois difficilement refusables. On a parlé de... On a parlé de Werner Best, du coup, comme premier, on va dire, témoin de son enfance, qui remontait ensuite avec, avec l'université. On a bien parlé de son engagement aussi universitaire. Maintenant, on pourrait faire le lien avec un deuxième, peut-être un qui vient de l'université de Kiel, par exemple. On sait que Kiel a eu aussi des étudiants qui étaient actifs, pour parler de ce basculement de l'intellectuel à la violence aussi. Ah, tu veux parler de Ollendorf, là? C'est de lui dont tu sais. Oui, je pense. Ouais. Alors, Ollendorf, c'est en même temps, c'est un personnage limite, extrême, parce que au fond, c'est lui le plus lisible de tous. Et c'est lui le plus lisible de tous, quasiment du début à la fin. C'est-à-dire que cet homme est une sorte de machine idéologique qui a intériorisé un nazisme extrêmement émotif. C'est lui qui dit de la façon la plus claire la question de cette angoisse eschatologique dont on avait parlé. Je crois que j'avais jamais vu cette photo. C'est Otto Ollendorf. Je l'ai trouvé sur son Wikipédia. Ouais, tu vois, je regarde pas assez Wikipédia, mais tu vois, c'est en uniforme de Gruppenführer SS, c'est quand même assez beau. Tu sais, là, il a c'est une photo qui doit dater. Il est Gruppenführer SS en 43, tu vois. Donc il est 43, je crois, la photo, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc il est de 1907, il a 36 ans. Tu vois, à cet âge-là, dans les armées françaises, on est capitaine. Ah oui, ouais. C'est la précocité, quoi. Hein, c'est la précocité, quoi, c'est dingue. Ouais, c'est la fulgurance folle de ces. On comprend rien au nazisme si on ne dit pas que c'est une révolution de la jeunesse. Tu vois, tous ces gens sont en train de te dire en même temps, tu vois, on va défoncer les vieux, tu vois. Le hockey boomer, ils auraient adoré. Et on les comprend, hein, tu vois. Mais et d'ailleurs, ils sont pas les seuls. Les communistes sont pareils à cette époque-là. Hein. Tu sais, tous ces gens qui sont tous ces trucs sont des révolutions de la jeunesse. Hein. Et donc Ollendorf, il est très jeune. Il adhère de façon assez précoce, non pas extrêmement, assez précoce en 1927 au national-socialisme. Il a 20 ans et puis il est très vite, il est un des premiers membres de la SS. Il est étudiant puis bibliothécaire à l'Institut Weltwirtschaft, l'Institut d'économie mondiale de Kiel. Il est à ce moment-là l'élève d'un économiste qu'on appelle Jens Jessen, et qui est d'abord un économiste nazi et qui finira pendu à Plötzensee. Hein. Il finira pendu après le 20 juillet 1944. Il n'en reste pas moins que Kiel, à ce moment-là, c'est un de ces instituts dans lequel
les économistes essayent de penser la crise de 1929. Ça, c'est quand même un truc, tu vois, que les gens voient arriver la déflation, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ils comprennent rien à ce que peuvent être des politiques économiques. Et tu vois, il faut la force, le mental et l'intelligence d'un Keynes pour commencer à mettre en place ces politiques-là. Mais à côté de Keynes, eh ben, il y a d'autres personnes qui commencent à mettre en place des politiques et qui essayent de penser à la fois l'avènement d'une nouvelle société, la maîtrise des circuits de distribution, la production, etc., etc. Et parmi ces gens, eh ben, tu as toute une école d'économistes qui vient de Kiel. Ohlendorf a jamais réussi à faire de recherche. Il était bibliothécaire là-bas, mais il était extrêmement implanté dans ces cercles économiques. Il a, avec le contact avec un type qui s'appelle Reinhard Höhn, dont on reparlera peut-être, tu vois, qui a été très travaillé par mon pote Johan Chapoutot là, parce que il a fait plein de trucs. Donc par l'intermédiaire de Reinhard Höhn, il rentre non pas à la SS parce qu'il en était déjà membre, mais au SD, c'est-à-dire un sous-service de renseignement, tu sais, ce bureau 1 que tu avais montré sur l'organigramme, et dont il devient le chef à partir de 1937. C'est lui qui va restructurer le SD et qui va en faire ce truc avec cette espèce d'institution panoptique, hein, tu vois, qui peut dire des choses sur l'ensemble de la société et du domaine, de ce qu'on appelle le domaine vital allemand, le Lebensgebiet, tu vois. Et donc Ohlendorf, c'est d'abord et avant tout c'est l'équivalent, si tu veux, d'un consultant très idéologique. Hein, c'est un type qui est à la fois dans la proposition de politique publique, dans leur évaluation, et qui dans le même temps essaye de penser le futur des politiques nazies dans tous les domaines qui soient. Donc c'est un type qui est à la fois très idéologique et qui est en même temps très ancré dans la pratique. Ouais, c'est intéressant parce que est-ce qu'il est déjà dans cette dans la pratique au long terme déjà, c'est-à-dire qu'on parle souvent de ce Reich millénaire, etc. Lui était déjà dans cette pensée-là de... Alors, il est un des seuls qui soit vraiment dans cette pensée-là avant même 1939. Après 1939, tout le monde bascule dans le Reich millénaire. Tout le monde se dit putain, ça y est, on y va. Mais avant, il est un de ceux qui dit voilà, notre révolution a commencé et il faut qu'on pense l'avenir à très très long terme. Et l'avenir qu'il pense est un avenir qui est en gros une société de consommation de masse modérée. Tu vois, il veut une grosse classe moyenne qui aurait accès à des biens de consommation courante. Il essaye de penser à la fois la production lourde d'armement et de biens de production, mais il essaye aussi de penser le commerce de détail, les industries de consommation, etc. etc. Et donc, il est dans tout ça. Il essaye de construire cette partie-là de ce qu'on appelle la Volksgemeinschaft, c'est-à-dire la communauté populaire, hein, l'ethno-communauté si tu préfères. Il est dans tout ça pour essayer de construire ça, hein, et pour le mettre en place. Cette communauté populaire, si vous êtes arien évidemment, si vous avez l'arbre généalogique qu'il faut. Il faut être blond, avoir les yeux bleus, avoir été protestant, surtout pas juif. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de cancer dans ta famille, il faut pas être alcoolique, il faut pas être dépressif, il faut accepter d'aller au boulot. Enfin, tu vois, il y a tellement de il faut il reste quand même pas grand chose quand tu as fait la sélection. Et la sélection, elle se fait tout le temps. Et tout le monde l'a fait. Tu vois, c'est la Volksgemeinschaft, elle a ce côté-là un peu, les mathématiciens diraient asymptotique. Tu sais, l'asymptote, c'est ce truc, c'est une courbe que suit une équation et qu'elle ne rejoint jamais. Tu vois, alors là, plus l'infini. Enfin, c'est ça une asymptote. Et ben voilà, il y a un côté asymptotique à la Volksgemeinschaft et donc bah voilà, une fois que quand tu auras rempli tous les critères, et ben tu pourras intégrer la SS et intégrer cette communauté de la sobriété heureuse, hein, qui est la Volksgemeinschaft. Non, et donc évidemment pour les Bretons il va falloir se remettre en question, hein, parce que là attention. Ils vont être plates, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est clair. Mais non, un parcours dans les instituts très brillants pour ce personnage, encore une fois. Mais voilà, Otto Ohlendorf, donc qui croit lui aussi très 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 fort. Et donc est-ce qu'il y a un basculement pour lui, est-ce qu'il y a quelque chose? On sait que voilà, le plan Barbarossa a été un basculement très fort parce que c'est quelque chose qui était voulu depuis très longtemps, quoi.
c'est compliqué de savoir quand est-ce que si et quand ça a basculé pour Ollendorff. C'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire qu'on le suit, on voit bien qu'en 39, il y a un premier truc qui bascule et qui fait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ivresse, de la réalisation d'utopie qui se met en place. En 1941, il est envoyé à la tête d'une Einsatzgruppe. Il sait déjà à ce moment-là, parce qu'il était déjà Amtschef, il était chef de service en 1939, il sait déjà que les Einsatzgruppen, en contexte de guerre, peuvent être amenés à mener des exécutions. Il n'en reste pas moins que ni lui ni aucun autre des chefs des Einsatzgruppen ne pouvait prévoir que les choses allaient se passer de cette façon-là et qu'ils allaient mettre en place des exécutions aussi des niveaux d'exécution aussi importants. Et je pense que Ollendorff reste une année de juin 41 à juin 1942. Il a totalement assumé ce qu'il faisait, et je pense qu'il ne pouvait pas anticiper ce qui était en train de se mettre en place. Et donc le basculement, il se passe dans l'expérience de la guerre. Ouais, c'est ça. Et cette expérience de la guerre, eh bien, elle se fait de la façon suivante. Du 22 juin 1941 au 16 août 1941 à peu près, la dernière date est plus compliquée. Les Einsatzgruppen se conduisent comme des groupes de sécurité qui mèneraient une politique ultra-violente. C'est-à-dire que, en gros, il faut que tu imagines que ce sont des sortes de commandos de policiers qui sont censés prendre d'assaut des bâtiments publics, mettre en place des lois martiales et arrêter de façon préventive un certain nombre de catégories de personnes. D'accord. Mais qui, en temps de guerre, au lieu d'arrêter, exécutent, fusillent. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer. Tu vois, ça, c'est comme ça que c'est en train de se passer. Et donc, ce que je viens de te dire, il faut que tu rajoutes en plus que c'est une guerre raciale. Et donc, à chaque fois qu'il y a des gens à arrêter, la plupart du temps, c'est des juifs. Parce que les Allemands considèrent que les Juifs sont des fauteurs de troubles, parce que les coups de feu ou les bâtiments publics qui sautent, c'est immédiatement attribué aux Juifs, etc., etc. Et donc, pendant ces 6 premières semaines dont je viens de te parler, 22 juin 1941, 16 août 1941, tu as un espèce de crescendo comme ça, bam, de la courbe de la courbe des victimes. Et donc au départ, les gens sont tués, tu vois, chaque groupe en tue, tu vois, chaque commando, parce que ça marche par commando, chaque commando en tue 2, 3, 4 pour la première semaine. Puis après, tu passes à une semaine à 15. Est-ce que c'est vraiment ce discours, le fait de passer vraiment à l'acte, de tuer, c'est toujours ce discours de la survie, de la race, c'est toujours ça qui les fait passer à... Alors tu vois, moi j'étais en train de te parler d'expérience. L'expérience et le discours, j'aurais voulu le dissocier parce que bien sûr. Tu as parfaitement raison. J'ai tort en fait, mais pour les besoins d'exposition, il vaut mieux faire ça. Tu vois, la première chose, c'est qu'il faut comprendre ce crescendo de la violence, tu vois, et qui fait que même dans ces 6 semaines, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'emballement qui se met en place. Au départ, ils en tuent 3-4 par jour, et puis à la fin, c'est des centaines par jour. Bien sûr. Mais ici, on est encore dans quelque chose qui est sécuritaire. C'est-à-dire que pour les hommes des Einsatzgruppen, les fauteurs de troubles sont des gens de sexe mâle, adultes. Parfois, de temps en temps, des femmes. Mais il faut qu'elles soient communistes, ou il faut qu'on les ait prises avec une bombe à la main, ou qu'on ait eu l'impression qu'elles avaient une bombe à la main, etc. etc. Mais jusqu'ici, on est dans une guerre, dans des groupes de sécurité qui mènent une guerre raciale. À partir du 16 août 1941, cette guerre devient vraiment raciale, au sens où, assez brusquement, tous ces groupes se mettent à tuer des enfants. Et ça, c'est fondamental. Le meurtre d'enfants, c'est tu sors de la guerre pour rentrer dans le génocide. Maintenant, revenons à ta question, parce qu'elle est fondamentale, tu vois. Sans vouloir... elle est terrible, cette photo. Elle est terrible, cette photo. Sans vouloir le dire, pourquoi est-ce qu'on a envoyé tous ces hommes-là ? On a envoyé tous ces hommes-là parce que c'était des intellos et qu'ils étaient capables de parler aux gens. Et qu'ils étaient capables de les convaincre de faire. Parce que tous les hommes des Einsatzgruppen sont des gens qui n'ont jamais tué avant le 22 juin 1941, ou presque tous. Il y en a quelques-uns qui sont des anciens des groupes de Pologne, mais c'est très rare, tu vois. Et donc, tous ces gens, il va falloir leur dire, écoutez, maintenant il faut s'y mettre. Et pour leur dire
maintenant il faut s'y mettre, et ben il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'avoir des arguments. Et tu as raison, le premier des arguments qui va être sorti et qui restera l'argument massif, 80 à 90% des arguments que l'on peut retrouver. Évidemment, tu vois, je parle de traces. Il faut essayer de suivre les gens, suivre les massacres, voir quand est-ce que les officiers s'adressent à leurs hommes de troupe, etc. Mais le premier de tout ça, le premier de ces arguments, c'est bien sûr il faut les tuer parce que si on ne les tue pas, c'est eux qui vont nous tuer. Il faut tuer leurs enfants parce que sinon c'est eux qui tueront nos enfants. Il faut absolument que nous éliminions la judaïté est-européenne parce que nous voyons très bien ce que nous font les juifs en Europe occidentale. Les types, tu sais, comme c'est une guerre raciale, ce qui compte c'est le flux, ce qui compte c'est pas les individus, c'est une guerre entre races. Et donc pour eux, les juifs d'Europe de l'Est, hommes, femmes et enfants, sont responsables et plutôt tributaires, et sont articulés à ceux que les nazis identifient comme des juifs et qui sont en train de bombarder leur ville. C'est-à-dire que dans leur discours, ces intellectuels des Einsatzgruppen qui doivent convaincre leurs hommes de tuer, leur disent bah écoutez, vous voyez bien ce qui est en train d'arriver en ce moment en Allemagne, là, les bombardements des villes, les Britanniques enjuivés qui nous envoient des trucs, et ben voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est la réponse du berger à la bergère, et donc il faut les tuer pour qu'ils ne nous tuent pas. Ça, c'est la première rhétorique. Il y en a une seconde de rhétorique, il y a une seconde axe argumentaire, qui est il faut les tuer pour accomplir notre règne. Il faut les tuer pour accomplir notre rêve. La Volksgemeinschaft, le Daraus und Tieriges Reich, tu vois, donc l'ethno-communauté, l'empire millénaire, cette utopie très forte que porte le national-socialiste depuis le début et qui est cette force d'attractivité très forte pour les intellos. Tu sais, les intellos, ça marche à l'émotion. C'est des gens, voilà, tu leur fais ressentir une émotion, les mecs ils sont complètement shootés, c'est une drogue dure l'émotion, l'utopie encore plus, tu vois, et tu leur fais goûter à l'utopie, ils se conduisent vraiment comme des camés, quoi. Et d'y participer, quoi, ça aussi c'est ça qui les motive aussi, quoi, je pense aussi. Mais oui, c'est ça qui les motive, c'est ça qui fait leur faiblesse, et c'est ça qui fait leur force de persuasion. C'est-à-dire que ces types sont tellement persuadés qu'il va falloir le faire pour faire advenir cette société idéale qu'est la Volksgemeinschaft, qui finissent par dire à leurs hommes, écoutez, voilà, on est en train de monter des plans de germanisation, on va rendre allemande l'Europe jusqu'à une ligne qui va aller jusqu'à l'Oural. Dans un siècle, il y aura 600 millions d'Allemands. Seulement pour faire ça, il faut éliminer les communautés juives et il faut éliminer une grande partie des Slaves. Et ils finissent par le dire à leurs hommes, tu vois, comme ça. Et donc, c'est vraiment ces deux lignes argumentaires. Une ligne, on va dire, protectrice, eschatologique, qui est on doit les tuer pour qu'on ne nous tue pas, une ligne survivaliste, allez, allons-y comme ça, tu vois, une ligne survivaliste, et de l'autre une ligne utopique qui vont constituer ces discours que les intellectuels du SD, les hommes dont on est en train de parler, vont adresser à ces hommes de troupe qui doivent apprendre à tuer et encore pire, à tuer des enfants. Ouais, c'est là c'est on passe à autre chose, donc l'argumentaire aussi est de plus en plus, voilà, il va de plus en plus loin, donc ces Einsatzgruppen qui vont aller sur le front de l'Est en grande partie pendant la réparation Barbarossa notamment, est-ce que vont faire ce qu'on a appelé cette fameuse Shoah par balle et qui va continuer à se développer. Ensuite ce seront les gaz qui vont se mettre en place et après on va aller jusqu'au camp d'extermination, mais on glisse de plus en plus, quoi, et c'est ça qui est fou, on continue, et c'est eux qui participent toujours encore plus à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des... Alors, ils font pas tout. Ils font pas tout. Tu vois, une des choses qu'il faut avoir, qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça a un coût psychique fondamental. Tu tues pas des gens. Ça, c'est quand même une des vraies leçons de tout ça. C'est personne ne tue gratuitement. Tu payes quelque chose à chaque fois.
la défloraison de l'âme, la corruption de nos psychismes, des psychismes de ces gens-là est fondamentale. Et les nazis en sont parfaitement conscients. C'est-à-dire que ça n'est pas pour rien, si tu veux, que ces intellectuels du SD, ces intellectuels nazis, déploient des trésors d'abord de conviction pour les convaincre de faire, et ensuite d'accompagnement plus tard, parce que dès le début des massacres, dès juillet 1941, les premiers rapports des Einsatzgruppen, le premier rapport qu'on appelle c'est une série spéciale, rapports de situation et d'activité, le premier d'entre eux parle comment on pourrait traduire ça, des tensions psychiques. Ouais. C'est pas très bon, mais on va y aller comme ça. Des tensions spirituelles, c'est mieux. Spirituel, c'est mieux que des tensions spirituelles que les exécutions opèrent sur les tireurs. Et donc, tu vois, les types voient bien que leurs hommes sont horrifiés par ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de devenir alcooliques, etc., etc. Et j'essaie de leur parler pour leur dire, mais oui, mais bien sûr, c'est dégueulasse ce qu'on est en train de faire. Vous êtes en train de vous infliger un truc, vous le faites pour votre communauté, c'est quasiment de l'héroïsme, etc., etc. Tu vois. Et donc, il y a ça qui est en train de se mettre en place et qui fait que, tu vois, ces hommes n'avaient pas prévu et qui mettent en place des discours adaptatifs pour tout ça. Alors évidemment, tu vois, les sources ici deviennent très compliquées parce que tu essaies de choper la moindre larme, tu vois. C'est dans les archives judiciaires, c'est tel. C'est au milieu de 300 témoignages, t'en as un qui te dit ah, je me rappelle tel truc, et sur une exécution il y en a un qui parle, tu vois, ou sur une exécution il y a un autre truc, et tu vois, tu essayes de choper chaque larme d'argumentation, chaque goutte plutôt que larme d'argumentation, pour essayer de comprendre comment tout ça se met en place. Comment vont-ils évoluer eux à la fin du conflit? C'est ce groupe que tu as étudié. Comment est-ce qu'ils vont glisser jusqu'à la fin de cette guerre, jusqu'à la fin de cette opposition? Certains vont être jugés. Est-ce que c'est le cas de tous? Ou certains vont mettre de côté leur carrière avant même la fin du conflit? Comment ça se passe? C'est compliqué. C'est 80 destins déjà, tu vois. Ouais, donc, ouais. Sur ces 80 destins, ben, tu en as d'abord, il y en a que 56, 57, je crois, qui ont été en URSS. Sur ces personnes, il y en a un certain nombre qui ont été jugés. Otto Lundorf, dont on parlait tout à l'heure, a été jugé. Il y a un premier procès, comme tu le sais, qui a été mis en place à Nuremberg par les États-Unis. C'est pas le procès international, c'est un autre procès, le procès numéro 9, dans lequel les dirigeants des Einsatzgruppen qui avaient été arrêtés en 1945-46 ont été jugés, massivement condamnés à mort. Alors là, on voit sur la photo, on voit Otto Lundorf. Exactement. Et Heinz Jost, donc c'était le chef du SD Inland et de l'espionnage extérieur, Heinz Jost. Donc, vous voyez, c'est une photo intéressante parce que on voit bien que Ollendorf, il a un sourire un peu charmeur, un peu amusé, etc. Il va moins faire le malin parce que il finit pendu quand même, mais il a entretenu une relation de séduction vis-à-vis des autorités américaines, qui est extrêmement intéressant parce que dans le même temps, sa stratégie était une stratégie de justification de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que il est unique en son genre. C'est un type qui n'a jamais nié, n'a jamais réduit sa responsabilité. Il a toujours eu un discours consistant à dire que il était responsable de ce qu'il avait fait. Il a couvert ses adjoints. Des adjoints qui sont des brutes assoiffés de sang aussi, mais il a toujours dit, ces gens agissaient sous mes ordres, c'est moi qui leur ai donné, s'ils ne l'avaient pas fait, je les aurais fait fusiller, ce qui est faux, et c'est moi qui ai donné les ordres. Et donc, si tu veux, en agissant comme ça, il se met vraiment au premier rang de ce procès, et dans le même temps, si tu veux, sa dernière déclaration, juste avant le verdict,
et une déclaration dans laquelle le type te dit je suis animé, je vais essayer de la citer un peu de mémoire, je suis animé par le désir que le tribunal veuille bien aller au-delà des outrageuses thèses qui circulent aujourd'hui et qu'il veuille bien comprendre que les hommes qu'il a en face de lui étaient les mêmes hommes que ceux qui se battaient dans l'autre camp, qui étaient animés par l'obligation métaphysique de protéger leur peuple. Donc il est en train de nous dire, nous avons fait ça pour nous protéger, le génocide était un génocide de protection. Donc tu vois, il garde exactement le même discours que celui qu'il avait en 1941. Évidemment, il le dit autrement. Évidemment, il n'emploie pas le terme de juif. Évidemment, tu vois, c'est un vrai rhéteur. Et donc, il arrive à te dire tout ça sans prononcer une fois le mot de massacre et une fois le mot de juif. Donc, c'est quand même super fort. Mais le type ne renie rien et fort logiquement, si tu veux, il est condamné à mort et puis plus tard exécuté. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que le jour de son exécution, on lui demande s'il a quelque chose à dire et juste avant qu'on lui mette le capuchon, il dit non, je n'ai rien à dire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette déclaration avant verdict. Et donc tu vois, ça dit quelque chose de ce document qui est un document unique et extraordinaire. C'est l'assimilation finalement aussi. Des gens posent la question, quelqu'un repose la question dans le chat, comment peut-on passer d'une classification à caractère religieux des juifs à une classification de caractère racial? On en a parlé un petit peu précédemment dans l'émission. C'est une question qui est à la fois simple et compliquée. Il apparaît à partir des années 1880 jusque dans les années 1915, 20, on va aller jusqu'aux années 1930. Entre 1880 et 1930, il y a une révolution scientifique qui intervient dans les sociétés occidentales. Cette révolution scientifique, elle va, si vous voulez, de la révolution pastorienne, donc de la mise en valeur, de la révélation de l'existence des micro-organismes jusqu'à la physique quantique. Dans cet espace de 50 ans a lieu quelque chose qui fait que le domaine scientifique envahit l'ensemble des réalités que vivent les sociétés occidentales. Et l'une de ces réalités physiques est les différences avec un A, le fait de différer. Donc les différences, on va dire, phénologiques, tu vois, c'est-à-dire les différences d'apparence extérieure. Pourquoi est-ce qu'il y a des noirs, pourquoi est-ce qu'il y a des blancs? Et ces gens pensent faire de la science avec ça. Et donc, parmi ces questions, les questions qui vont se poser dans l'espèce de mise en place de cette catégorisation raciale, eh bien, la question de la judaïté va se poser et va se reposer avec une acuité qui est toute nouvelle. Et il y a des gens qui vont dire qu'il y a une différence, encore une fois, le fait de différer, raciale des juifs par rapport à toutes les autres nationalités européennes. Alors j'avais aussi une autre question, parce que c'est aussi une idée du nazisme qu'on a eu pendant très longtemps, c'était que finalement le nazisme partait d'en haut avec un chef, un Führer, Hitler, et qu'ensuite c'est ces idées qui se sont répandues vers le bas, par capillarité un petit peu, et finalement... Champagne, ouais, c'est ça. Et en fait, en parlant avec vous, on se rend compte que c'est pas le cas, mais donc quel est finalement le vrai rôle d'Hitler, idéologiquement? Alors, ça c'est une question intéressante. Le rôle d'Hitler, il a beaucoup évolué dans l'historiographie mondiale. Comme vous le savez, ça a commencé à partir des années 50 et jusqu'aux années 70 par ce qu'on appelle l'intentionnalisme, c'est-à-dire que on pensait dans ces années-là, que la Shoah était un projet qui avait été développé par Hitler à partir des années 20, visible dans Mein Kampf, et ensuite appliqué du tout au tout. Donc ça faisait d'Hitler une sorte de mastermind, de chef qui, par la magie et la manipulation, avait subjugué les Allemands. C'est super tranquille comme truc, parce que ça permet à toute la société allemande de dire on a été un peu hypnotisé, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, ou heureusement que vous nous avez réveillés, etc. Ensuite, la génération suivante qui avait bénéficié des réformes de l'enseignement universitaire, qui avait fait un peu de sociologie, un peu de sciences politiques, se sert de Max Weber et définit la domination hitlérienne comme une domination charismatique, c'est-à-dire que ce qui compte n'est pas tellement ce qu'Hitler était, mais ce que les gens voyaient dans Hitler, et donc le fait qu'ils y voyaient un homme porté par la providence qui allait sauver l'Allemagne, etc., etc. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que pour
pour les historiens qui pensent ça, eh bien, les systèmes étatiques, les institutions, les hommes qui les portent, sont menés par deux choses. Une ambition qui fait qu'ils essayent de prendre les devants par rapport aux autres, qu'ils essayent de gagner des prérogatives, et derrière tout ça, la thèse, c'est la thèse du carriérisme, et de l'autre, l'idée que ces gens vont mettre en place ce qu'on appelle une obéissance anticipatrice en disant, voilà, Hitler va penser ça, il faut qu'on précède son désir. Et donc c'est comme ça que ils analysent, si vous voulez, l'évolution en fait des politiques qui se mettent en place. On en est à peu près là à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on pense tous, on est presque tous, on pense que Hitler était à la fois un type qui était extrêmement représentatif et qui savait parfaitement capter les aspirations profondes des sociétés auxquelles il était confronté, autrichiennes comme allemandes, et que au fond c'était un type qui aimait pas beaucoup travailler et donc qui laissait beaucoup faire, et qui a laissé se mettre en place une sorte de darwinisme institutionnel qui faisait que les institutions étaient en concurrence les unes avec les autres, etc. Ce que les générations, la troisième génération rajoute par rapport à la deuxième, aux fonctionnalistes, c'est le fait que malgré tout, Hitler reste au centre du jeu et que à chaque fois qu'on a une impulsion radicalisante, à chaque fois qu'il y a quelque chose de plus brutal qui se passe, Hitler est à l'origine. Donc il est au centre des choses, même si il essaye de pas y toucher. Même si il laisse faire ses collaborateurs, il est toujours et son intervention est toujours radicalisante. C'est toujours pire, toujours plus brutal, toujours plus violent, etc. Ouais, et comme vous le disiez, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on l'avait dit au début d'émission, les nazis ont été élus parce qu'ils voulaient... C'est pas parce qu'il est tard que... Mais, et justement, c'était aussi, les nazis ont été élus parce qu'ils voulaient remettre tout le monde au travail, et le fait de dépeindre un Hitler oisif, c'est assez intéressant. Il y a des choses qui sortent dessus sur le fait qu'il adorait regarder des films très tard la nuit, c'est quelqu'un qui se levait aussi très tard finalement, qui aimait très peu les réunions, enfin c'était quelqu'un aussi qui... tu vois, Kershaw le disait déjà, c'est un type qui mène une vie de bohème en Autriche, tu vois, il touche son héritage quand sa mère meurt, et il se laisse un peu vivre, il mène une existence de bohème, il lit beaucoup, il dépense, il claque son fric, il reste éveillé, très enflammé la nuit, alors il ne boit pas, il fume pas de drogue, etc., mais il mène une existence de bohème, et il n'a jamais réussi à quitter ce cadre-là, quoi. Oui, même à la fin, le 6 juin 1944, les gens le réveillent pas, quoi, parce que voilà, ça se fait pas de débarquer à 5 heures du matin, on fait pas ça. Pourtant, il aurait peut-être. Oui, voilà, alors que pourtant, c'est le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, on parle aussi de la violence et aussi de ce schéma finalement des intellectuels qui ont poussé à ça aussi. Est-ce que c'est un schéma qu'on va revoir dans d'autres crimes au XXe siècle? Est-ce que on va avoir un système similaire dans d'autres crimes de masse? Alors là, on est bien d'accord qu'on commence on quitte méchante spécialité. J'ai beaucoup travaillé sur d'autres génocides, d'autres, etc., mais jusqu'ici, je maîtrisais les langues. Des champs sur lesquels je travaille. Je parle l'allemand et j'ai suffisamment de notions de russe et de polonais pour pouvoir travailler sur ces trucs-là. Des langues occidentales, pareil. Mais je parle pas le kinyarwandais. J'ai 100 mots de vocabulaire, donc moins qu'un chimpanzé en serbo-croate. Et je ne te parle pas ni de l'arabe, ni de l'arménien, ni du turc. Tu vois, donc mes connaissances sur ce qu'on va voir maintenant sont des connaissances qui sont indirectes, et je tiens à dire que c'est important de le savoir. Il n'en reste pas moins, si tu veux, que quand on regarde la plus grande partie des séquences de violence extrême que l'on voit apparaître à partir du génocide des Arméniens jusqu'à
jusqu'au Rwandais, après je suis pas sûr d'avoir les informations, jusqu'au génocide des Tutsis du Rwanda, on s'aperçoit que derrière l'ensemble de ces séquences de violence, il y a des groupes d'intellectuels, de lettrés, d'académiques qui font des choses. Il y a des géographes rwandais, il y a des philosophes et des psychiatres serbes, il y a des groupes d'économistes turcs, etc., etc., etc. Donc oui, il y a une relation très forte, hein, entre monde académique et violence extrême. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette articulation, elle est valable avec l'ensemble du pouvoir dans les pays occidentaux ou dans les pays occidentaux ou pas occidentaux d'ailleurs, dans les États de la modernité, ou est-ce que c'est spécifique aux séquences de violence de masse? Je suis incapable de répondre à cette question. Mais au moins il y avait des connexions intéressantes, et voir que c'est quelque chose, c'est un schéma qui peut se répéter d'une certaine manière. Après il y a des parallèles qui ont toujours leurs limites, bien sûr, mais c'était intéressant aussi d'avoir votre point de vue là-dessus. Et aussi j'avais une autre question sur la quantification d'une certaine manière de la violence. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que c'est quelque chose que l'on intellectualise ou pas? C'est une question passionnante. Essayer de trouver des marqueurs de la violence. Moi, je pense que on peut mettre en place, alors c'est assez peu fait, mais on peut mettre en place plusieurs types de marqueurs. D'abord, on peut mettre en place des marqueurs du côté des acteurs. Essayer de comprendre qui sont les acteurs, comment les choses se passent, etc. Quantifier les barrières de l'âge, du genre. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Qui sont les tueurs? Est-ce que ce sont des gens âgés? Est-ce que les enfants participent? Est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Etc., etc. Tout ça, c'est quantifiable. C'est difficile, mais c'est quantifiable. Ensuite, on peut faire la même chose du côté des victimes, voir quels sont les marqueurs, à partir de quel moment on tue les enfants. Et je pense que le marqueur du meurtre d'enfants est un marqueur fondamental pour différencier, discriminer les types de violences, les sociétés dans lesquelles on s'en prend aux enfants, commettent des gestes de violence qui sont radicalement différents d'autres, hein, et qui mettent en place quelque chose qui est de l'ordre de l'extirpation. Hein. C'est une violence extirpatrice, pour reprendre les catégories d'un grand chercheur moderniste qui s'appelle Denis Crouzet. Ensuite, quand on met en place cela, après il y a des questions de quantification classiques, hein, nombre de victimes, intensité des massacres. Hein, c'est aussi assez important et assez intéressant de voir en combien de temps, combien de personnes on peut massacrer. Tu vois, le Rwanda, c'est entre 800 000 et 1 million de personnes en 3 mois. Treblinka, c'est 800 000 personnes en 3 mois, etc. Tu vois, on peut essayer de mettre en place des espèces d'indicateurs d'intensité du massacre, hein, pour voir quelle est la thanatoproductivité, appelons ça comme ça, hein, de ce genre de choses. Après, toute la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ces marqueurs, à quoi ça sert de faire de la quantification, si c'est pour monter ce que mon copain Johan Chapoutot appelle de la moustachométrie, pour comparer Hitler et Staline et se retrouver avec les éternels anticommunistes qui nous disent oui, mais vous nous emmerdez avec le nazisme, des communistes, c'est 500 millions de morts, gna gna gna, etc. Je pense que c'est extrêmement limité, hein, comme truc. Mais il n'en reste pas moins que une vraie approche quantifiée de ce genre de choses est assez intéressante. J'avais aussi une autre question, cette fois-ci pour toi, Christian, un petit peu plus d'ordre personnel, forcément, parce qu'on touche doucement, mais sûrement à la fin de cette émission. Quand on étudie des choses aussi terribles, quand même, que le meurtre d'enfants, de femmes, sur le front de l'Est, est-ce que quand on est historien, alors certes il y a le recul du temps, mais à un moment donné aussi on lit des choses, on retrace le parcours de certaines personnes qui ont eu des histoires terribles. Est-ce qu'on n'en sort pas un petit peu différent? Abîmé, ce serait peut-être beaucoup, je sais pas, mais comment est-ce qu'on l'appréhende avec le temps? Je vais te raconter une histoire, tiens. Un jour, j'étais en train de travailler sur l'Holocauste à Riga. Et dans un des ghettos de Riga, il y a un hôpital.
Et puis je lis un document super dur, tu vois, de la Gestapo du coin qui dit bon, bah, à l'hôpital, il faut lui mettre le feu. Et tu vois, tout ça c'est lié en allemand, et tu vois, je le parle suffisamment bien pour que ça soit immédiat pour moi, mais il y a un mot que j'arrive pas à lire à un moment qui dit qu'il faut mettre l'hôpital en feu, Nebst en allemand, et les équipes de soignants. Et pour moi, Nebst, tu vois, je me dis, je connais pas, mais ça doit vouloir dire, à l'exception d'eux. Et puis 3 heures plus tard, je suis dans le jardin de l'enfant avec mes mômes, précisément celui qui m'a houspillé pour qu'on fasse la soirée ensemble là tout de suite. Et puis il est en train de jouer dehors, et déjà c'est pas très agréable parce que j'ai un flash avec lui et un orifice d'entrée, un orifice de sortie de balle, donc c'est déjà très désagréable. Mais à ce moment-là, j'ai un espèce de foudroiement qui me dit putain, mais va chercher Nebst sur un dictionnaire. Et puis j'ai un dictionnaire, on n'a pas vraiment internet à ce moment-là. Mais j'ai un dictionnaire sur moi, et Nebst, ça veut dire y compris. Ça veut dire que l'hôpital doit être brûlé avec et on doit brûler vives les équipes de soignants au milieu de tout ça. Et donc, tu vois, ce genre d'éclair-là, effectivement, a quelque chose à la fois d'éprouvant et dont ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en effet, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la blessure narcissique qui s'applique aux chercheurs qui font ça. Alors, on y va tout de suite, tu vois. Je fais le métier le plus libre du monde. J'ai choisi ce que je suis en train de faire, et il est hors de question pour moi de me plaindre. Ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de la plainte. J'ai décidé que ce serait comme ça que ça passerait, et que c'était mon job de faire ça. Donc il n'en reste pas moins qu'il faut être parfaitement conscient que en effet, il y a un coup psychique à travailler sur ces choses-là, et il faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours eu l'extrême chance d'avoir des enfants très jeunes, et donc d'avoir toujours autour de moi de très jeunes êtres, des bébés, des enfants, puis des adolescents, qui me forçaient, si tu veux, à laisser ma cape, non pas ma cape d'historien, mais ma cape d'historien du nazisme et du génocide en dehors de la maison, qui en avait rien à foutre de ce que je faisais, à la maison, et qui me disaient écoute mon coco, viens faire un foot, et voilà. Et ça, je pense que c'est le dispositif qui m'a aidé. Et puis tu vois, depuis 2015, il y a autour de moi un groupe merveilleux d'adolescents et de jeunes adultes, tu vois, des gens qui maintenant, tu vois, en 2015 avaient entre 13 et 15 ans, et qui maintenant ont entre 18 et 20, 21, 22, 23 ans, et avec qui j'ai tous les dimanches je faisais travailler, tu vois, je leur faisais faire de l'histoire, du droit, du machin, du truc, du bidule, peu importe quoi, tu vois. Mais ce groupe-là a constitué pour moi, ils se reconnaîtront, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de nous écouter, ce groupe-là a été pour moi un pilier qui permet d'affronter énormément de choses. Ouais. Voilà. C'est très intéressant, ce rôle aussi de passeur de mémoire, c'est très important, et il y a un livre aussi qui est sorti où justement tu poses aussi ta question d'historien, où tu te situes aussi, et ça c'était important, c'est un bouquin que tu as fait avec, j'ai plus le nom en tête malheureusement. Philippe Petit, c'est ça ? Philippe Petit, exactement, c'est ça. Les urgences d'un historien, ouais. C'est ça, exactement, et que j'ai trouvé la question assez intéressante. J'ai vu que des entretiens dessus, je ne l'ai pas lu, mais voilà, la question de l'historien, surtout sur une question aussi contemporaine que le nazisme, est aussi prenante. Donc voilà. Comment on terminera là-dessus ? Est-ce que tu écris en ce moment ? Est-ce que il y a un livre qui sort ? Est-ce qu'il y a un sujet encore qui te donne envie d'étudier, de chercher, ou parfois de synthétiser ? Écoute, je suis un peu à la croisée des chemins là. Je viens de finir un bouquin qui m'a demandé des années. Et qui est très difficile à expliquer, parce que les 3 livres dont on aurait pu parler aujourd'hui, tu vois, il y a Croire et détruire, tu vois, c'est des intellectuels, nazis, etc. Tu vois, tu as un sujet, une archive, etc. T'en as un deuxième qui s'appelle La Brigade Jodir Levanger, dans lequel, tu vois, c'est une monographie d'unité, c'est en gros des braconniers qui sont chopés par les nazis et qui vont chasser des partisans. Et puis il y a un 3e livre qui s'appelle La Promesse de l'Est, ouais, j'ai failli l'oublier, La Promesse de l'Est, et dans lequel j'essaie de travailler sur ces questions d'utopie nazie. Mais le livre qui sort, qui s'appelle Le Soleil noir du paroxysme, est un livre dans lequel il n'y a pas d'objet. En fait,
j'essaie de reprendre les 3 enquêtes que nous venons de voir et de montrer que bah voilà, il y a des trucs qui vont pas, tu vois, que y a des endroits où ça fonctionne pas bien, tu vois, cette interrogation que tu as très finement mise en place sur la question de la masse et de la singularité, et essayer de reprendre ce système-là. Et si tu veux, j'essaye de montrer dans ce livre que ce problème que tu es en train de soulever de façon assez claire, et ben, au fond, les historiens du quantique ont le même. Tu vois, les historiens qui font la physique quantique ont le même. Et donc, un jour, j'ai pas pu faire autrement que de me replonger dans tout ce qu'était la physique quantique et de tout manger pour essayer de montrer comment tout ça fonctionnait. Donc, tu vois, ça donne un livre qui va être totalement illisible avec des équations. Il y a un chapitre où il y a des équations partout, c'est horrible. Mais n'empêche que je pouvais pas faire autrement que de l'écrire avant de pouvoir continuer à travailler et de faire la suite. La suite, j'ai 3 projets. 3 projets qui devraient me mener à, en gros, dans les 15 prochaines années. Il y a un premier projet, c'est un projet sur le nazisme et la question des frontières de l'humanité. Donc ça s'appelle Humanité, Inhumanité, Sous-humanité, Bestialité, Cruauté, et dans lequel je veux travailler sur des paradoxes un peu criants, tu vois. Il y a une région dans le nord de la Pologne qui s'appelle la région de Białowieża. Je sais pas si tu bois de la vodka, mais il y a une vodka qui s'appelle la Żubrówka. D'accord. Tu connais peut-être? Non, je connais pas. Dedans. Non, je connais pas. Je suis plutôt bière que vodka, mais je connais pas. Donc la Żubrówka, c'est une bière c'est une vodka qu'on boit beaucoup, qui est absolument délicieuse. Il y a une herbe de bison dedans, mais ça vient d'une région qui est censée être la dernière région dans laquelle survit une forêt naturelle, une forêt originelle. Et en 1941, c'est pas les Einsatzgruppen qui vont massacrer les Juifs là-bas, c'est des équipes de Göring, hein, des aviateurs en gros qui vont exterminer les Juifs. Et ils font ça pourquoi? Parce que Göring, c'est aussi le grand veneur du Reich, c'est-à-dire le chef de toute la chasse, et il a décidé que cette forêt, qui est une forêt primaire donc, et qui est le dernier refuge du bison d'Europe, elle doit être à tout prix protégée, et donc il faut d'abord commencer par tuer les Juifs avant de faire le truc. Et moi, je veux travailler sur ce genre de truc, tu vois. Les nazis essayent aussi, par exemple, de recréer cette race de vaches et de taureaux sauvages qu'on appelle les aurochs. Et tu vois, donc j'essaye de travailler comme ça sur la façon dont les nazis ont mis en place des relations très spécifiques aux frontières de l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'être un humain? Qu'est-ce que c'est d'être inhumain? Donc, tu vois, la question de la cruauté. Oui. Qu'est-ce que c'est que d'être un Untermensch, un sous-humain? Et qu'est-ce que c'est que d'être non pas un homme ou un être humain, mais une bête, etc. Donc, j'ai un gros projet là-dessus. Je vais partir très vraisemblablement vivre un peu quelques années à Berlin, là, tout de suite, pour aller manger les archives. Et puis voilà. Quel courage encore de continuer à aller prendre des archives, continuer à aller chercher sur un sujet encore qui pousse les limites un peu de la métaphysique finalement, qui était une question très importante pour les nazis, et presque philosophique. Je sais pourtant que philosophie, et parfois c'est pas simple pour vous de ce que vous disiez dans un entretien, mais... Ouais, j'y comprends pas grand-chose. Mais quand même, là on est sur quelque chose qui touche un petit peu à ça quand même, mais j'ai rien que vous voulez raconter, ça me donne déjà très très envie de vous lire sur ce sujet et d'y apprendre encore des choses. En tout cas, merci beaucoup Christian d'être venu, ça m'a fait très plaisir que tu acceptes l'invitation, ça m'a fait très plaisir que tu prennes le temps de discuter comme ça. Il y avait 4000 personnes qui étaient là en simultané pendant quasiment toute la soirée pour t'écouter parler. Donc merci, et merci à tout le monde d'avoir été attentif et de m'avoir offert ce moment. Voilà, je suis hyper content. Bah écoute, merci beaucoup. C'était un vrai moment de partage, vrai moment d'apprentissage aussi pour moi, qui te lis depuis un moment maintenant, qui t'écoute aussi, et t'avoir dans l'émission, c'était vraiment très plaisant. Et les gens te remercient énormément pour ça. Donc merci beaucoup Christian. Et évidemment beaucoup de réussite, de courage, que ce soit dans les recherches avec le CNRS, mais aussi dans tes prochaines éditions qu'on lira avec grande attention. Merci Renzi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Christian. Ciao, ciao. Voilà messieurs, dames. Bon, c'était encore une fois un live, c'était très intéressant, c'était super intéressant. Merci beaucoup à Christian d'avoir pris le temps de venir raconter tout ça, de venir nous expliquer des choses. J'espère qu'on a discuté d'assez de choses. Ça a duré quand même 1h30, plus d'1h30 même, quasiment 1h45. Franchement, moi j'étais happé par ce qu'il me racontait, j'avais presque du mal à relancer. J'étais en mode non, continue de parler. Et c'était vraiment génial. Donc voilà, discuter avec Christian Ingrao, c'est une chose
qui est très, j'espère, qui a été enrichissante pour vous. En tout cas, voilà, c'est le but de ces lives à chaque fois, c'est de pouvoir mettre en avant des chercheurs, des historiens qui viennent nous parler de leurs recherches, qui viennent aussi nous tenir au courant. Et c'était très intéressant de discuter avec lui des différentes écoles d'études du nazisme, hein. Comment est-ce qu'on l'étudie, de quelle manière, pour vous faire vous rendre compte qu'il y a plein de façons d'étudier une question, et ce qui rend l'histoire tout aussi passionnante. Merci beaucoup à Fruit pour les 5 abonnements. Je me suis permis de ne pas remercier les abonnements pendant le live parce que voilà, on va pas couper quelqu'un en mode oh merci beaucoup pour le sub, c'est juste énorme, merci énormément. Mais voilà, c'était un pur régal. Voilà, je sais, on fera un autre live normalement la semaine prochaine, pas mercredi parce qu'il y a un petit événement qui arrive mercredi, mais normalement la semaine prochaine. Je sais pas encore ce que ce sera le sujet parce que je voyais ce live comme une sorte de point de mire et un premier checkpoint de ces lives histoire. Merci en tout cas, je vois que d'après vos retours vous avez passé un excellent moment. Moi aussi ça a été le cas, on a appris beaucoup. C'était aussi un live, je trouvais c'était un sujet qui était assez dur, hein, et pour le coup je suis content de pouvoir aborder sur Twitch un sujet aussi librement que ça, et aussi longtemps aussi, qu'on puisse comprendre un petit peu toutes les nuances, toutes les informations qui sont importantes à amener dans ce live. Merci beaucoup pour vos questions, j'ai essayé de les implémenter le plus possible, mais c'est pas simple des fois quand on est déjà dans un sujet de le faire. Donc voilà. Ah, finalement, j'ai oublié une question à Christian. Oh, j'avais une question que je devais poser pour Romain Vincent. Aïe, 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 aïe. Quelle erreur là-dessus. Ça m'est complètement sorti de la tête. Aïe, 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 aïe. Je lui enverrai un petit message. Mais c'était trop intéressant. C'était trop intéressant. J'ai à tous... tu vas faire intervenir un monsieur quand même. Ah ouais, je sais, oui, c'était top. Donc voilà. Un peu de rab. Oh, on aurait pu durer encore 2 heures, hein, mais bon. Mais bon, c'était chouette. C'était chouette quand même déjà. Et sachez que si vous voulez, eh bien, pose la question, pose. Ah, est-ce que je te rappelle Christian ou pas? Christian me répond à la question. Ah oui, c'était ça. C'est une autre question importante. Je vais rappeler Christian, je vais voir s'il est dispo. Ah, ok. Pose la question, pose. Ah, Christian, tu es de retour. Vas-y. Oh, incroyable, il est de retour, merci beaucoup. Ah, il est tellement sympa, c'est énorme. Alors, sache que voilà, c'est une question qui m'a été posée par Romain Vincent, qui est historien, qui est aussi prof. Attends, juste une seconde. Voilà. Vas-y, tu m'entends. Alors, il y a une question qui m'a été posée, c'est une question que je trouvais très intéressante. C'est une question d'un professeur, donc qui est professeur dans le secondaire, et qui me disait comment est-ce que tu conseillerais à un prof, notamment de 3e, d'aborder le nazisme aujourd'hui pour des élèves qui n'en ont jamais entendu parler. Waouh! Ouais, c'est une question, quand il m'a posé la question, j'ai dit non, j'ai oublié. Il fallait absolument que je te la pose parce que je trouvais la question très intéressante. Mais qu'est-ce... Alors, pour un prof de 3e, une des choses qui est très importante d'après ce que j'ai compris, c'est le truc, c'est que monsieur, ce que vous faites, c'est un autre métier que le mien, et donc je peux pas, je sais pas bien faire ce que vous êtes en train de faire. Il n'en reste pas moins que je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de conserver conserver les étudiants en activité, et donc moi, ce que je ferais, c'est que je les ferais travailler sur des textes, des petits textes. Je prendrais un certain nombre de petits textes sur les enfants dans la guerre, le militantisme nazi, et ensuite quelque chose, donc je ferai ça sur 5 textes, ou 5 documents, avec un truc sur l'enfance en guerre, un truc sur l'idéologie, un 3e truc sur la société de la bienveillance, et puis un dernier truc sur la violence. Et là, j'essaierai de les faire travailler sur la question d'articuler tout ça et de montrer comment le malheur a pu aboutir à quelque chose qui était pour eux de l'ordre de la bienveillance, et dans le même temps que cette bienveillance, elle s'était mise, elle a été construite sur le coup de l'entièreté de la société, des sociétés européennes. C'est comme ça que je ferai, avec 4 ou 5 documents. Et si tu, Rivenzi, si tu veux donner mon mail à cette personne, tu peux le faire, et on n'a qu'à en discuter mieux, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, je n'hésiterai pas à le passer à Romain, qui lui justement fait sa thèse, il me semble, sur justement la question de la pédagogie et du jeu vidéo. Donc c'est quelque chose qui le touche beaucoup, la question de la pédagogie, au-delà du jeu vidéo, c'est la question de transmettre, et de transmettre à certes des gens qui en ont entendu parler, mais pas dans le cadre d'un cours, pas dans le cadre d'une étude, avec voilà, on essaie
inculquer certaines autres choses, mais c'était bien d'avoir ton retour aussi. Alors comme tu le dis, c'est pas ton métier, mais c'est bien aussi quand même d'avoir ton impression. Et ça aussi, c'est intéressant. Et puis c'est un métier où il faut beaucoup de talent. Hein. Je suis extrêmement admiratif des profs de collège notamment. Hein. Sur Twitter, j'ai une copine qui s'appelle Véronique Servat, hein, qui est un génie de la séquence pédagogique. Vous pouvez aller voir ce que ça donne. De temps en temps, elle en dévoile une. C'est extraordinaire. Bah merci beaucoup Christian, d'avoir pris le temps de rappeler. Ça ne te dérange pas plus. Hein. Non mais c'est très bien, merci beaucoup Christian. En vrai, un jour on prendra le temps de discuter de rugby, d'autres choses et tout ça, mais c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et c'était très très cool. Merci encore. Merci pour tout, salut. Ciao. Salut.